Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être venu voir ce talk où on va vous expliquer comment développer votre première extension de navigateur. Alors vous allez voir, on va y aller vraiment tranquillement. Le but c'est de se familiariser avec le développement d'extension parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'était très simple. Mais avant ça, on va commencer par se présenter. Alors moi c'est Aurélien Parcio, je suis actuellement en alternance en tant que développeur en IA à Orange. Et voilà, j'aime pas Helm. Mais Aurélien a quelque chose de bien quand même, c'est qu'il fait du développement front, et moi c'est pas du tout mon cas. À part pour faire du Helm justement, donc c'est pas du JavaScript. Mais sinon on fait plus du développement côté sécurité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font vraiment du dev front beaucoup ou pas? Wow. Ouais, non, d'accord. Donc vous n'allez pas pouvoir nous aider sur le JavaScript. On a encore des petites difficultés. Donc, Ça, il n'y aura personne pour juger. Exactement. Alors, pourquoi ce talk? En fait, il se trouve que dans notre métier, on a eu besoin à un moment de faire une extension de navigateur. En fait, on essaie de détecter les sites de phishing au fur et à mesure qu'ils s'affichent sur l'écran de leur victime. Et on s'était dit que ce serait intéressant de le faire directement dans le navigateur. Donc en fait, on a plongé dans le développement d'extension. On s'est rendu compte que d'une part, c'était super puissant, et puis d'autre part, c'était pas si compliqué que ça. Alors on s'est dit que ce serait intéressant de vous faire ce retour un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne, et puis vous aider à faire une extension qui va être un peu minimale, mais qui va vous montrer un petit peu toutes les briques de base. Alors, l'organisation qu'on va vous proposer pour cette présentation, c'est la suivante. On va alterner des parties de théorie, où on va vous expliquer un petit peu comment c'est censé fonctionner. On va faire pas mal de références à la doc, à la fois de Chrome et de Mozilla. Et puis après, on va alterner avec des parties plutôt pratiques. Alors vous allez voir, hein, on a un dépôt qui est tout prêt, avec du code à trous. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va prendre quelqu'un au hasard dans le public qui va devoir venir nous présenter sa solution à l'écran. Non, je plaisante, on va live coder nous-mêmes. On va s'humilier avec notre non-maîtrise du JavaScript, mais vous n'aurez pas besoin de venir intervenir et vous n'êtes même pas obligé de coder vous-même. De toute façon, il y a tout le corrigé sur GitHub. Donc vous inquiétez pas. Et ce sera aussi peut-être l'occasion, si vous avez des questions, de les poser un peu en séance à la fin de chaque partie. Vous nous direz, comme ça, on avancera au fur et à mesure avec vous. Alors pour commencer, un petit tour de l'histoire des extensions. Et avant ça, même de l'histoire des navigateurs. Les navigateurs, on remonte quand même à 90, donc ça a quand même beaucoup changé depuis l'époque. On est passé par Mosaic, on a subi Internet Explorer, qui a pris de grosses parts de marché quand même à un certain moment. Il y a Mozilla qui est arrivé et qui a créé beaucoup de nouvelles features, qui est Firefox qui est monté un peu en force à un moment et puis qui peu à peu est en train de se faire écraser par la vague Chrome. Donc là on voit typiquement ce que je vous ai mis là sur cette slide, c'est les parts de marché sur les navigateurs fixes. Donc déjà rien que sur fixe, Chrome est à plus de 65%. Sur mobile, c'est encore plus prononcé. Donc là, typiquement, si vous faites des extensions, vous avez intérêt à cibler forcément Chrome et puis Edge. Mais vu que Edge c'est un peu Chrome maintenant, ça ne pose pas trop de problèmes. Et puis Safari et Firefox dans une moindre mesure. Opera vraiment si vous avez envie. Alors, au niveau du développement des extensions à proprement parler, donc les extensions modernes telles qu'on va vous les présenter là, elles datent à peu près de 2010 avec le Chrome Web Store. Il y a Firefox, enfin en tout cas la fondation Mozilla a fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait peut-être pas de l'interopérabilité, mais en tout cas un socle commun entre l'API de développement d'extension Chrome et l'API de développement d'extension pour Firefox. Donc là-dessus, c'est assez confortable, c'est-à-dire que vraiment, ils essayent de combler le gap qu'il peut y avoir entre les deux navigateurs. Chrome s'en fout complètement, hein, mais en tout cas, Firefox essaye, donc c'est assez confort pour faire du développement. Comme on en parlait juste avant, Edge maintenant est basé sur Chromium, donc ça veut dire qu'une extension que vous allez faire pour Chrome est quasiment nativement prête pour Edge. Et puis, paraît-il que Safari copie l'API de Chrome, mais on n'a pas de développeurs... S'il y a des gens qui utilisent des Mac chez nous. Donc on aura peut-être des retours. Alors, on va parler un petit peu des manifestes. Ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Les manifestes... Oui, je suis désolé. J'essaie de le détendre. Les manifestes, en fait, ça correspond un petit peu à la version d'API que vous allez utiliser pour développer votre extension. Alors, les manifestes, depuis un certain nombre d'années, on est en version 2. C'est-à-dire que toutes les extensions que vous avez développées, vous allez déclarer que c'est compatible avec le manifeste version 2.4, je ne sais pas combien on est.
Mais de temps en temps, en fait, les éditeurs changent leur version manifeste. Ils disent que maintenant, il faut que l'extension soit au manifeste en version 3, par exemple. Et pourquoi on parle de la version 3? C'est parce que c'est une version qui est dans les cartons depuis quelques temps, qui tarde un peu à venir, mais qui va arriver tôt ou tard. Et typiquement, c'est une version qui est poussée par Chrome, notamment pour des problèmes de performance, pour des problèmes de sécurité, de respect de la vie privée. Donc ils ont un petit peu serré la vis quand même sur ce que les extensions ont le droit de faire dans votre navigateur. Et actuellement, ils sont encore en train d'attendre que les derniers bugs soient résolus, et donc ils ne sont pas encore prêts à passer au manifeste en version 3. Alors nous, ce qu'on va faire dans ce TP, c'est qu'on va partir directement sur la version 3, parce que de toute façon, elle est vouée à arriver dans l'année, peut-être. Alors, justement, entre la V2 et la V3, qu'est-ce qu'on va trouver comme différence? Alors, la première chose qui va être interdite désormais, c'est l'exécution de code distant. C'est-à-dire que avant, rien n'empêchait une extension dans votre navigateur d'aller récupérer du code JavaScript sur un serveur et de l'exécuter dans le contexte de votre navigateur. On voit tout de suite que ça peut poser des problèmes de sécurité, de fuite de données, etc. Deuxième partie qui change, c'est les services en arrière-plan. Donc jusqu'à présent, on va revenir sur cette terminologie plus tard, on avait des background pages, donc du code JavaScript qui tourne dans le contexte de votre navigateur de manière indéfinie tant que votre extension est chargée. Le problème, c'est qu'en termes de performance, c'était pas terrible. C'est-à-dire que c'est une application qui va drainer du CPU en permanence. Maintenant, Chrome s'autorise en fait à décharger votre background page, qui du coup a été renommé maintenant en service worker, quand il devient inactif. Donc ça veut dire qu'il faut partir du principe que ce que vous allez faire tourner dans votre navigateur, à un moment, ça peut être déchargé sans que vous le sachiez. Et qu'il va falloir du coup recharger votre contexte lorsqu'on va lui redonner la main. Et enfin, dernière partie, c'est la partie web request. En fait, les capacités des extensions, enfin une des capacités des extensions, ça va être d'inspecter justement toutes les requêtes HTTP que va faire votre navigateur. C'est super pratique et ça va être typiquement le fonctionnement de votre adblock. Le problème, si on peut dire, c'est que les extensions ont même la capacité de modifier le résultat retourné par le serveur à la volée. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez sur le site de votre banque, par exemple, si vous avez une extension malveillante qui est installée dans votre navigateur, potentiellement, elle peut intercepter la réponse de votre banque et injecter du JavaScript malveillant dedans. Donc, problème de sécurité. Alors, Chrome dit, mais on ne peut pas vérifier, que parmi les extensions malveillantes qu'ils ont débusquées en 2019, il y en a 40% qui utilisaient cette API. Donc, ils ont vraiment serré la vis là-dessus. Alors voilà à quoi ça ressemble le manifeste, le fameux manifeste dont on parle. En fait, c'est une description de votre extension qui est au format JSON. Donc c'est très simple, c'est déclaratif. Vous allez voir 3 champs qui sont absolument impératifs. La version du manifeste, le nom de votre extension et sa version. Et si jamais vous la mettez sur un store, il va falloir lui donner un ID qui est censé être unique, évidemment. Ensuite, vous avez des champs qui sont facultatifs, typiquement la description, la homepage de votre extension, des icônes que vous allez pouvoir fournir en différentes résolutions. Par exemple, 128 pixels de large, ça va être pour le store, 48, ça va être pour le bandeau, etc. Et puis après, vous avez une autre partie qui va vraiment décrire le contenu de votre extension. Est-ce que vous allez avoir du script qui va être injecté dans votre page? Est-ce que vous allez avoir du script qui va tourner sous forme de service worker en arrière-plan, etc. Tout ça, c'est dans la partie justement un peu facultative du manifeste. Si on prend votre extension, au final, ce qu'on va produire là aujourd'hui ensemble, ça va être ce gros répertoire dans lequel vous allez avoir un manifeste.json et puis un tas de fichiers en fait qui vont constituer les différents éléments de votre extension. La pop-up, la page d'options, ce que vous allez insérer dans les pages web que vous visitez, etc. Tout ça, voilà, c'est les sources de votre extension. Et sur mobile? Alors sur mobile, c'est un peu compliqué. Chrome ne vous permettra pas d'installer des extensions sur mobile. Cependant, ce qu'on trouve souvent sur le net, c'est des gens qui vous disent installer Kiwi Browser, c'est basé sur Chromium et ça vous permet d'installer des extensions. On retrouve un petit peu le modèle quand même le modèle publicitaire de Google qui n'a pas forcément envie que vous alliez mettre un adblock dans Chrome parce que bon, c'est un peu leur business model. Sur Firefox, c'est plus simple. Si vous avez Firefox sur mobile, vous allez voir que vous pouvez installer des extensions, mais les 18 extensions uniquement qui ont été sélectionnées par Mozilla. Donc, c'est essentiellement des extensions qui sont basées sur le respect de la vie privée, donc des adblocks, des bloqueurs de cookies, etc. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir développer votre propre extension pour que n'importe qui vienne l'installer facilement. Ça, c'est quand même une grosse limitation. Sauf si vous allez prendre Firefox Beta, que vous allez un peu bidouiller dans le menu debug, que vous créez une collection d'extensions sur le store, etc. Mais franchement, c'est pas user-friendly du tout. Safari, encore une fois, on n'a pas d'argent pour acheter un iPhone. Il y a une caisse qui est disponible à la fin, si vous pouvez mettre quelques euros à la sortie pour qu'on puisse améliorer cette présentation. Merci d'avance. On y va? C'est parti. Oula. Ok, donc déjà on va commencer tous par installer Node, si c'est pas déjà fait,
pardon. Git. Ah oui, Git, pardon. Oui, c'est vrai qu'il faut commencer par Git. C'est installé? C'est bon? Oui. Du coup, comment on fait pour... parce que c'est ton truc. Je peux vous donner... Ah oui, pardon, parce que j'ai oublié de le noter. Vous avez, comme il n'y a pas forcément de data ici, on a monté un Raspberry Pi qui vous sert le repository Git. Donc le réseau Wi-Fi s'appelle Web Extension, le mot de passe c'est Web Extension. Vous avez juste besoin d'aller sur la page 192.168.0.1 sur lequel vous allez avoir 3 liens. Le premier qui vous permet d'afficher ces slides directement dans votre navigateur, parce qu'on a mis beaucoup de liens, notamment vers la documentation. Un deuxième lien qui vous permet de télécharger le Git, donc vous faites juste git clone et puis sur le repo qui est indiqué. Et un troisième lien, c'est vous allez voir qu'on fait du Node, et donc à un moment on va avoir besoin de faire un npm install qui va tirer à peu près 500 mégas de paquets derrière. Donc si jamais vous êtes un peu ric-rac en data, vous pouvez directement récupérer les répertoires Node modules qu'on vous met à disposition pour éviter de siphonner tout votre forfait. Du coup, on va laisser la slide un peu. Ou On a un QR code aussi, si vous êtes prêt à le flasher sur téléphone, mais le développement sur téléphone va être super compliqué derrière, donc on ne vous encourage pas à le faire finalement. Je sais pas, hein, s'il y a des gens qui ont des iPhones, peut-être que... Je sais pas. Go. Quoique ils ont peut-être pas eu le temps. Je pense que c'est bon. Tu penses que c'est bon? Du coup, un simple npm install quand vous serez du coup dans le dossier. Et ça devrait, Et ça devrait du coup normalement installer tout. Normalement, il y a vraiment tout est fait, tout est nickel. Vous aurez absolument pas besoin d'utiliser, d'avoir de connaissances en Node plus que ça. Et du coup, voilà. Donc on va commencer. Vous pouvez utiliser Chrome et Firefox. Vous avez du coup 3 ou 4 commandes pour chaque version. Safari, désolé. Safari, essayez avec Chrome. Et on verra. On n'a pas Safari, donc voilà. Du coup, le npm run build, donc ça va juste permettre de build simplement l'application. Nous, on vous conseille quand même d'utiliser le npm run watch, donc pour Chrome, qui permet en fait à chaque fois que vous faites des modifications de modifier le code en live et de pouvoir ne pas avoir besoin de tout recharger. Du coup, à chaque fois que vous faites un build ou un watch, que ce soit pour Firefox ou Chrome, ça vous crée un fichier dist, donc dans le SRC, dossier SRC, et du coup, c'est toute l'application build comme il faut. Pour Firefox, alors ça va être un peu plus compliqué, parce que comme on l'a dit tout à l'heure vite fait, Firefox essaye toujours de se rapprocher le plus possible de Chrome, du moins de l'API de Chrome, mais Chrome, ils sont pas très gentils chez Google, et du coup Firefox des fois ils en ont un peu marre, et du coup là ils se sont vraiment beaucoup rapprochés. Nous, notre application on l'a développée donc en MV2, on a eu beaucoup de problèmes. En MV3 on n'a eu qu'un seul problème qui a été résolu, donc grâce à des petits fixes dans le dossier bundlers, je crois. Et du coup il va falloir par contre utiliser le watch Firefox pour build et le dev Firefox. Alors ça, on utilise parce que le Firefox, en fait, de base, quand vous mettez une extension customisée, il ne se rafraîchit pas tout seul. Donc, il faut un outil pour ça. Et l'outil, c'est WebExt, qui est un outil créé spécialement pour créer des extensions par Mozilla, qui permet, entre autres, donc, d'avoir un environnement de développement adapté, mais aussi de pouvoir, après, et ça, on vous le montrera, poster son application directement. Voilà. Du coup, si tout marche bien pour vous, vous pouvez modifier déjà dans le manifest.json. Ah ouais, hop, tac tac. C'est le Wi-Fi et WebEx. Le Wi-Fi, il s'appelle Web Extension, réseau Wi-Fi Web Extension, la clé Web Extension. Et la homepage, c'est 192.168.0.1. T'es connecté dessus? Toi, t'es connecté dessus? Ah non, on est dessus. Non, on n'est pas dessus parce qu'on a besoin d'un. Oui, je suis con. Alors, ce que vous allez voir, c'est que dans ce dépôt Git, vous allez arriver logiquement sur la branche main. Sur la branche main, vous avez un répertoire qui s'appelle Tradino, dans lequel vous avez le premier template d'extension. Donc, c'est une extension minimale, avec un manifeste valide, qui a priori n'a pas vraiment de fonctionnalité. S'il n'y a pas une, on va regarder, je pense que c'est le content script. Je suis même pas sûr. Oui, c'est... Voilà. Et donc normalement, ça vous permet de tester des commandes. Donc vous pouvez faire déjà un npm run build, puis aller installer l'extension directement. Alors si vous êtes dans Chrome, on est passé un peu. Non, il n'y a pas. Voilà là. Ah si. Ouais. Dans Chrome,
vous allez dans la page d'extension et il faut que vous activiez le mode développeur, la petite case à cocher en haut à droite. Et une fois que vous avez le mode des développeurs, ça vous permet d'installer une extension depuis un répertoire. Donc là, vous l'installez depuis le répertoire dist de notre dossier, de notre projet. Et donc, c'est là que les sources vont être packées. Donc en fait, quand vous faites un npm run watch ou build, en fait, ça va juste prendre ce qui est dans SRC et ça va le mettre dans dist, dans un format spécial pour que le navigateur puisse le charger. Je pense que c'est à peu près bon pour tout le monde. On peut essayer. Hein. On continue. Hop. Alors, on va commencer par le content script, donc qui est on va dire non, c'est pas forcément le truc principal. Pour nous, ça va être le bloc principal de l'extension. C'est grosso modo ce qui va se rajouter aux pages web sur lesquelles vous allez vous rendre avec votre extension. Et il a accès donc à tout le DOM. Vous pouvez copier complètement le HTML. Vous avez accès à beaucoup de choses. Il est quand même encapsulé, c'est-à-dire qu'il n'a pas accès à tout, notamment, je crois, aux variables JavaScript déjà mises par d'autres applications ou je sais pas, enfin, peu importe. Et il y a quand même il y a pas mal de restrictions. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais on est dans le contexte de la page et on peut faire pas mal de choses. Du coup, pour rajouter, donc, comme on vous l'a montré tout à l'heure avec le schéma où on voyait que dans le manifest.json, il y avait plein de blocs. Chaque bloc, en fait, se rajoute un peu comme ça. Donc là, on va rajouter un content script. Normalement, vous, c'est déjà le cas, mais dans l'idée, voilà. Et on peut rajouter, du coup, plusieurs scripts. Et là, on peut voir qu'il y a, par exemple, match et JS. Match, c'est juste, on peut avoir du content script et se dire, moi, je veux que mon script ne soit valide que pour certaines pages, ou domaines, ou bref. Et du coup, c'est là qu'on peut mettre les règles d'utilisation. Alors, il est possible, là, on va, parce qu'il y a des permissions aussi il y a un champ permission, on va l'utiliser à un moment aujourd'hui, mais après quelques tests, on s'est rendu compte que la documentation de Chrome n'était pas tout à fait, par exemple, le Active Tab, en gros, normalement, il vous permet de récupérer plus d'informations. Mais en fait, qu'on le mette ou pas, ça change rien. Donc, si un jour vous avez un problème, il faudra voir au niveau de la documentation et des permissions. Nous, on va vous présenter du coup vous allez développer ou nous aider à développer une extension qui permet de traduire du coup le langage humain en Dino. Voilà. Et je crois que c'est le genre d'extension à appliquer sur le Teams de votre entreprise, par exemple. Exactement. Pour rendre les discussions plus intéressantes. Et puis, pour lire les docs, c'est vraiment génial. Du coup, oui, on peut commencer. Donc, vous pouvez directement lancer Run Dev et Run Watch pour Firefox et Run Watch pour Chrome. Et c'est parti. Oui, du coup. Alors, donc là, pour le content script, du coup, ça va être juste ça. On va être dans une page. Il n'y aura pas vraiment de logique plus que ça. Enfin, du moins, pas ce sera juste du script qui sera de base dans une live coding. Et là, tu veux commencer ? Comme tu veux. Parce que là... Alors, ce que vous avez vu, donc si je regarde un petit peu dans notre répertoire Tradino, c'est que dans le main, en fait, vous allez avoir juste un content script qui existe déjà, qui a pour rôle de remplacer tout le contenu de la page. C'est vraiment pour vous montrer que ce content script, il s'exécute dans le contenu de la page et il va juste faire un remplacement un petit peu sauvage. Dans le manifeste, du coup, on a renseigné les descriptions, etc. On a mis des icônes. On a dit que notre content script, du coup, allait s'appliquer sur toutes les URL et qui contient uniquement un fichier JavaScript, qui est dans le répertoire content script, qui contient juste l'index.js et qui va aussi exposer un certain nombre de ressources. Alors, les ressources, typiquement, c'est tout ce que vous allez vouloir embarquer dans votre extension parce qu'elle va en avoir besoin tôt ou tard. Donc là, typiquement, comme on va venir injecter une image dans la page, cette image du Jurassic Park, on la stocke directement dans les ressources de notre extension. Alors, pour vous montrer, c'est peut-être un peu petit, mais je vais vous expliquer. Sur la gauche, j'ai lancé un npm run watch Firefox, qui va surveiller du coup mon répertoire de sources et qui va construire automatiquement le dist dès que les sources changent. Au milieu, j'ai lancé un npm run dev Firefox, et ça a eu pour effet de lancer ce Firefox-là, qui est en mode développement. C'est pour ça que la barre d'adresse est un petit peu en rouge. Et puis sur la droite, je vais pouvoir gérer un petit peu mes branches. Donc cette extension-là de base que vous avez dans la branche main, vous la voyez apparaître ici parce qu'en fait, je vais revenir sur example.com,
Vous allez voir ici, parce que il y a ce petit bouton rouge là qui est apparu et qui dit qu'il y a une extension qui demande la permission de faire quelque chose. Et en effet, cette extension, et là on retrouve un petit peu la restriction de sécurité côté MV3, comme l'utilisateur ne l'a pas autorisé à faire quoi que ce soit, elle reste bloquée. Elle est en attente, et là ça nous dit bien que l'extension Tradino a besoin d'avoir une autorisation. Donc je vais l'épingler, non je ne vais pas l'épingler manifestement, je vais l'activer au moins pour que vous voyez ce qui se passe. Et donc si je clique dessus, notre content script a effectivement été injecté dans la page, et il a eu pour effet de remplacer tout le contenu du DOM. Donc là ça fonctionne. Si je vais sur n'importe quel autre site, alors je ne sais pas ce qu'il nous propose, Wikipédia, et que de la même manière j'active l'extension, ou en tout cas que je lui donne l'autorisation permanente d'accéder à Wikipédia, dès que je vais arriver sur la page, elle va s'activer et donc elle va remplacer le contenu du DOM. Donc ça c'était vraiment juste notre extension de base. Maintenant ce que je vous propose de faire, c'est de récupérer avec un git checkout la branche 01. Git checkout 01, content script. Et là, vous allez voir, on va commencer à faire notre vraie extension qui va modifier tout le contenu de la page en langage de dinosaure. Alors, en pratique, comment on va faire pour modifier le contenu de la page en langage de dinosaure? Vous allez voir qu'il y a des fichiers qui sont déjà apparus, dont un qui s'appelle Tradino, dans le répertoire content script. C'est des fichiers qu'on vous fournit déjà parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas spécifique à la partie développement d'extension. Donc en fait, on a un peu préparé le terrain pour gagner du temps. En gros, on va passer des regex sur tout le texte, et puis on va faire des remplacements, on va rajouter des greux au début du mot, et on va remplacer aussi un certain nombre de consonnes par des greux. C'est ce que ça fait. Donc voilà, là vous avez déjà le code qui est à peu près commenté. La fonction centrale qui fait ça, c'est text2dino. Text2dino, on va l'appeler sur un élément, un nœud du DOM de votre page, et puis derrière, il va s'occuper de faire le remplacement dans ce nœud précisément. Donc je ne sais pas si vous voyez à peu près, le DOM, c'est un arbre, grosso modo, qui contient que des nœuds, et certains de ces nœuds vont contenir du texte, et donc nous, on va essayer de faire notre remplacement là-dessus. Si je reviens sur le manifeste, on n'a aucune modification, c'est-à-dire qu'on va vraiment toujours avoir notre content script qui est déclaré ici. En revanche, dans l'index, donc dans l'index.js, dans notre content script, il va nous manquer des choses. Alors, on a une autre petite fonction utilitaire qui est là, dont le rôle va être de récupérer tous les nœuds de type texte qui sont dans l'arborescence du nœud qu'on lui donne en entrée. Donc en gros, vous allez pouvoir lui donner par exemple, je sais pas, le nœud body du DOM, et puis dedans, il va aller parcourir récursivement pour aller chercher tous les nœuds de type texte. Il va vous les renvoyer sous forme d'array, je pense. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est notre logique. Notre logique, elle est là, donc on a laissé des to-do. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on récupère tous les text nodes, c'est-à-dire qu'en gros, on part du document.querySelector all sur les balises P, donc on va récupérer toutes les balises de type paragraphe, on en fait un array, donc manifestement c'était pas un array, et sur cet array, on va mapper la fonction getTextNode, donc une fois qu'on a toutes les balises de type P, on va chercher tous leurs descendants qui contiennent du texte, et après on aplatit tout ça, parce qu'en gros on a une liste de listes, donc voilà, on l'aplatit. Et maintenant, ce qui nous manque, en fait, c'est d'appeler la fonction text2dino sur l'ensemble de ces nœuds. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire ensemble. Donc on va le faire ici en live coding. C'est très très simple. En fait, on a déjà TextNodes qui est notre liste de nœuds contenant du texte. Donc dessus, on va juste faire un map qui va prendre tous les éléments, appliquer une fonction. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste appliquer la fonction text2dino, qu'on a vu dans l'autre onglet. Puisque justement, elle va prendre en entrée un nœud du DOM, et puis elle va remplacer tout le contenu par du langage dinosaure. Donc normalement, une fois qu'on a fait ça, c'est censé être magique, c'est-à-dire que comme on a fait un npm run watch, ici sur mon onglet de gauche, le rebuild de l'extension se fait au fur et à mesure que je modifie le code. Ici, on voit bien que mon extension a été rechargée au fur et à mesure par mon Firefox, donc normalement c'est magique. Si je retourne sur mon Firefox ici, le comportement de l'extension a changé. Et alors, j'espère que c'est le cas. Ok. Alors, là, il n'y a pas vraiment de balise de type P, mais on en voit une qui est tout en bas. Je vais peut-être revenir sur example, parce que example est quand même plus simple. Voilà. Donc là, normalement, voilà, je ne l'ai pas autorisé en permanence, donc il faut que je la réactive. Et voilà, ça fonctionne. C'est-à-dire que notre extension est allée chercher en effet les balises de type P dans la page et appliquer ce remplacement automatique, ce qui fait qu'elle est maintenant en langage Dino.
Voilà, je suis sûr qu'on peut faire des extensions plus utiles. Il y a notamment, c'est Fromsoft qui a fait une extension qui est un peu équivalente, qui s'appelle Fruitify, qui remplace tous les noms de personnages politiques par leur équivalent avec des proutes dedans. Moi, je vous la conseille vraiment parce que des fois, l'actualité est un peu chargée et franchement, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Donc, en tout cas, la nôtre, elle est plus sur le thème Dino. Et donc, c'est le corrigé de notre première étape. Félicitations si vous êtes déjà arrivé jusque-là. Vous êtes quasiment développeur senior en extension web. Si jamais vous n'êtes pas arrivé jusque-là, et il y avait quand même 2 mots à taper, vous pouvez prendre l'extension 01 ContentScript-corrigé qui contient normalement la correction, et ça va être le cas pour toutes les étapes. Donc si jamais vous êtes largué ou vous voulez tout reprendre juste à un moment, vous allez dans la branche correction, ou corrigé plutôt, je ne sais plus. C'est merde du coup. Corrigé. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le ContentScript. Le ContentScript, ça va être du script qui s'exécute dans le contexte de votre page, qui ne va pas avoir le droit d'accéder aux autres variables directement de la page pour des problèmes de sécurité. C'est pareil, si vous avez plusieurs extensions qui s'injectent dans une page, elles ne vont pas se voir mutuellement, et ça évite aussi un certain nombre de bugs. Mais en tout cas, si vous avez juste votre extension, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, merde, pardon. C'est là, tac. Je t'en prie, je ferai le live code. Allez. Le background script, cette fois, ça va être un autre élément que votre extension peut contenir et qui va fonctionner différemment. Alors, le background script, c'était jusqu'au manifeste version 2. En manifeste version 3, on appelle ça le service worker. Mais il se trouve que ce n'est pas vraiment comme le service worker que vous allez pouvoir faire en tant que développeur de page web. C'est un service worker d'extension. C'est presque pareil, mais pas tout à fait. Il joue un petit peu sur les mots là-dessus. Alors, notre service worker, c'est vraiment un élément qui va normalement être exécuté dans le contexte global du navigateur et qui va rester éveillé. Et son rôle, ça va être surtout d'attraper des événements. Par exemple, tiens, quelqu'un a navigué sur une nouvelle page. Tiens, quelqu'un a cliqué sur l'icône de l'extension. Ce genre d'événements qui peuvent arriver un peu n'importe quand, c'est votre service worker qui va les recevoir. En tout cas, qui peut s'y abonner. Donc il va être notifié un petit peu de tous ces événements et son rôle, ça va être justement de les aiguiller, de lancer des actions, etc. Le service worker, il faut voir que c'est un élément central. Donc souvent aussi, si vous avez du ContentScript qui est injecté dans différents onglets, ils vont utiliser le service worker comme élément central dans lequel vous allez pouvoir mettre un peu plus la logique métier pour faire des actions. Donc comme je disais, il est exécuté dans le contexte d'une background page. Ça veut dire que si dans le service worker, vous faites console.log, ça n'arrivera pas dans la console de la page, puisque vous n'êtes pas dans le contexte d'une page web. Vous allez arriver dans le log qui va être dans le menu debug de l'extension, qui est moins facile d'accès. On vous le montrera. Tout à fait. Il est démarré au besoin et il peut être déchargé lorsqu'il devient inactif. Donc vous n'avez aucune garantie que votre service worker est exécuté en permanence. Sauf dans certains cas où je crois que Chrome relâche un petit peu la sécurité lorsque vous demandez un service worker qui va faire une tâche précise en background. Mais ils étaient encore un peu en train de tâtonner là-dessus. Donc en gros, évidemment, le but c'est de diminuer la consommation de ressources si vous êtes sur un navigateur mobile typiquement. Alors le service worker va surtout communiquer avec les autres ContentScript, avec les autres composants d'extension et même avec le navigateur, soit par l'activation de callback, donc vous allez définir une callback qui va être exécutée sur un événement, ou alors par l'envoi de messages. Donc il y a un gros service de messagerie qui permet justement d'envoyer des messages et de recevoir des réponses entre les différents éléments de votre extension. On va y revenir après, il y a des petites subtilités, typiquement ils sont asynchrones, etc. Ça vous renvoie des promesses. Bon. On va revenir dessus plus tard. En tout cas, c'est l'endroit qui va être privilégié pour vraiment intercepter des événements et lancer des actions. Télécharger des ressources qui vont être utilisées par tous les éléments de votre extension, etc. Et typiquement, si vous voulez intercepter des requêtes HTTP, vous allez le faire plutôt dans le service worker. Alors, on cherchait un cas d'usage pour justement avoir une utilité, en tout cas pour nous, à mettre le service worker là-dedans. Donc on s'est dit, quitte à être dans le thème, on va transformer les titres que vous allez trouver dans les pages en paroles de chansons de Dinos. Alors moi ça a été un choc culturel, hein, je ne connais pas du tout ce rappeur, mais bon en tout cas il y a quelqu'un qui s'appelle Dinos et qui fait du rap. Et donc en fait dans le service worker ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker une ressource qui va être partagée pour tout le monde, ça va être les paroles de ces chansons. Et puis en fait le ContentScript va venir demander au service worker, tiens, donne-moi des paroles de chansons de Dinos pour faire le remplacement. Et donc ça va illustrer la manière dont on va communiquer justement entre le service worker et le ContentScript.
À la base, on voulait utiliser une API, histoire de vraiment avoir un vrai cas pratique, mais vu qu'il n'y a pas Internet, ce sera un simple fichier JSON. Voilà, tout va être en local dans l'extension. Alors, comment on va modifier notre extension pour faire ça? Au niveau du content script, on va plus stocker de ressources, mais à vrai dire, on ne le faisait pas. On n'avait pas spécialement de ressources. Lorsque on va vouloir faire un remplacement, alors pour la partie ajouter des greux, ça c'est des expressions régulières, on va le laisser dans le content script, on touche à rien. En revanche, pour tout ce qui est ajout de paroles de dinos, ben là le content script va demander au service worker, tiens, donne-moi des paroles. Et il faudra qu'on garde en tête que tout ça c'est asynchrone, c'est-à-dire qu'au moment où on va faire un send message, on n'a pas forcément la réponse. Ce que va nous retourner l'API, c'est juste une promesse que plus tard, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc on va probablement avoir besoin d'attendre le retour de la promesse pour justement faire le remplacement dans la page. Le service worker, quant à lui, son rôle, ça va être avant tout de déclarer une callback. Donc on va appeler onMessage.addListener et on va dire, bah tiens, lorsque tu reçois un message, bah, exécute ça. Et donc c'est comme ça en fait qu'on va juste capter les messages qui arrivent. Et dans ce cas-là, il va renvoyer la réponse. Donc en gros, il faut voir ça comme un appel RPC, quoi. C'est vraiment deux services indépendants qui vont s'envoyer des messages et puis se renvoyer des réponses. Alors, à quoi ça va ressembler après cette première étape? J'espère que c'est à peu près lisible. Mais en gros, vous allez voir cette fois deux fonctions dans le content script, le translate to dino, qui va faire des greux, et le translate to dinos, qui lui va chercher les paroles de chansons de dinos. Je pense qu'on a choisi un truc qui est tout à fait sujet à typo. Donc si vous avez des bugs, on est désolé d'avance. Et donc pour la partie translate to dinos, il va y avoir ce petit échange de messages vers le service worker, qui lui va exposer une fonction qui s'appelle getRandomTitle, qui va nous retourner du coup un titre de dinos. Et live coding. Alors, zut. Donc normalement vous avez juste à changer de branche et c'est la 02 service worker et c'est bon. Ah non merde putain. Oui. Il faut que attends git commit. Ah ou tu reset. Reset pour moi hard et puis oui ici reset. Voilà. Okay. Tac, voilà, pardon. Du coup, bah, on voit qu'on a eu de nouveaux petits fichiers qui sont apparus, notamment le tradinos, qui nous permettra d'envoyer, enfin du moins de demander au background script un titre pour remplacer les titres, enfin, une phrase pour remplacer les titres. On a un fichier background.js, donc on vous a déjà fait le code pour récupérer la donnée. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est juste la partie message, qui est quelque chose de très important, car c'est le seul moyen de faire communiquer les différents blocs d'une extension web. Première chose à faire dès que vous voulez rajouter un bloc, c'est de le mettre du coup dans le manifest.json. Alors, il me semble, je suis pas sûr du tout, il me semble que c'est background pour ajouter le background, ce qui est logique. Par contre, ce qui a changé, c'est que maintenant, il faut mettre ses service workers. On va voir. Si ça casse, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Background/index. Ouais. Tac, tac, tac. Donc en gros, on a juste à indiquer le fichier JS qui va nous permettre de faire du où il y a tout le script du background. Et petite subtilité, je vous conseille, après vous pouvez très bien renommer directement tous vos fichiers en MJS. Moi je suis pas très fan de ça, du coup juste dire que le type de fichier que vous avez c'est du module, et comme ça il ne va pas vous embêter. Donc on a le background normalement qui est connecté, et maintenant il n'y a plus qu'à faire le code. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on doit utiliser Chrome Runtime onMessage. Donc on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'API de base pour communiquer avec les autres blocs addListener. Donc là, ce que je fais, c'est tout simple. Toutes les API quasiment de Google, Chrome, etc. vont commencer comme ça. Donc Chrome, le nom de l'API et après la méthode. Et quand vous êtes dans le background script, et d'ailleurs partout, il faut toujours quasiment à chaque fois ajouter un addListener parce que, comme on l'a dit, c'est que des réponses et que des réactions à des actions. Ce listener, il reprend deux paramètres. Donc il prend un callback, pardon. Le callback prend deux paramètres, tac, 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 qui va permettre de distribuer, on va dire, les types de messages. Alors, pardon.
Oui, oui, oui. Du coup, il prend deux paramètres. Donc, il y a le message et le sender. Le message, c'est le message qui a été envoyé, donc qu'on reçoit. Le sender, donc ça va être par exemple si c'est le content script, il y aura la table, enfin l'identifiant de la table qui nous a contacté, possiblement l'URL, ce genre de choses, plein d'informations qui peuvent être utiles plus tard. Moi, ce que je vous conseille, c'est directement de décortiquer le message en deux, en mettant par exemple type et data, et comme ça, vous pourrez avoir plusieurs. Nous, on ne va pas avoir beaucoup de types de messages, etc. Mais je peux vous assurer que si vous faites une vraie application, vous allez sans arrêt devoir envoyer des infos d'un bloc à un autre. Et du coup, le fait d'avoir un type, ça aide beaucoup. Hop, comme ça, il n'y a plus qu'à créer un switch sur le type. Et après, on fait nos cases, genre translate to dinos. On va appeler ça comme ça. Hop. Et, pardon. Tac. Et donc là, comment je fais Ah oui, merci. Alors, ça a pas mal changé. Si vous allez voir sur Internet, si vous avez Internet, il y en a beaucoup qui vont vous montrer du coup un send response, donc pardon pour la prononciation, donc qui est un troisième paramètre qui existe encore, mais ils vont l'enlever bientôt. Donc je vous déconseille de l'utiliser actuellement. Et en fait, à la place, il faut absolument retourner une promesse. Donc soit c'est non, oui, il faut retourner une promesse. Donc soit la fonction, par exemple, getRandomTitle, si ça avait déjà été de la 5, j'aurais juste eu besoin de la retourner. C'est pas le cas, et du coup, il faut absolument retourner. Ah non, c'est même pas new, c'est juste une promesse. Hop, et on la résout, et dedans, on lui met getRandomTitle, ce qui permet. Voilà. Normalement, notre partie back est finie, il n'y a pas grand-chose, mais ça nous permettra normalement, dans le front, de récupérer les données. Alors, comment on envoie un message? C'est tout simple, c'est exactement... Pardon. Du coup, c'est comme je le disais tout à l'heure, on utilise l'API du coup, donc Chrome, Runtime, et là par contre c'est Send Message, et vu qu'on n'a pas besoin d'écouter ou d'attendre quelque chose, vu que c'est nous qui faisons l'action, on a juste besoin de lui passer le message, et nous ce qu'on veut, on l'a défini tout à l'heure, un type, et on va mettre translate to denotes. Tac. On récupère la donnée, const est égal à c'est de la 5, donc on await. On vérifie qu'on a bien une réponse avant de changer. Donc là, on a déjà tout fait. En gros, le title to dinos récupère une node. Donc là, on a une node textuelle, un titre. Et on a juste besoin du coup de remplacer le texte de cette node. Je crois que c'est text content, voilà. Et on remplace par ça. Et normalement, si... Merde, je ne me suis pas trompé. On devrait avoir une super application qui traduit absolument tout. Voilà. Et c'est tellement lisible que... Voilà. Tac. Du coup, je fais... Alors, pop-up et browser action. Donc là, généralement, quand on utilise tous des extensions, on a le petit bouton en haut à droite, et quand on clique dessus, on a un petit affichage avec des options, avec des actions qu'on peut faire, etc. Et bref, on peut voir aussi, là, il y a des petits tags, des trucs comme ça sur certaines choses. Là, on ne pouvait pas le faire parce qu'il faut activer le browser action. Le browser action, du coup, il sert à vraiment beaucoup de choses. Et donc, c'est là où on définit normalement les icônes pour que ce soit joli, tout simplement. Et beaucoup de choses. Donc, comme on peut voir, il y a le défaut pop-up, et en gros, c'est une page web. C'est une page web. Il n'y a pas de... non, vas-y, prends la suite. Je suis désolé. Oui, donc là, en fait, il y a deux choses différentes. Le premier, le browser action, c'est uniquement l'icône. C'est-à-dire que si vous ne définissez pas de pop-up, quand quelqu'un va cliquer sur l'icône de votre extension, vous allez avoir dans la toolbar qui est là-haut, que je ne peux toujours pas docker,
par défaut, ça va juste autoriser votre extension. Par contre, si vous avez un adblock, vous allez voir que si vous cliquez dessus, ça ouvre vraiment une pop-up, ça vous permet de le configurer, de l'activer ou de le désactiver. Deuxième chose, c'est que l'API Browser Action, elle va justement permettre d'ajouter ces petits labels et de changer les couleurs. Donc ça, c'est vraiment, on retrouve vraiment sur uBlock Origin. Donc là, voilà, dans le TP qu'on va faire, d'abord, on va rajouter une Browser Action qui va vraiment ajouter un déclencheur. Et après, la deuxième chose qu'on va faire, c'est ajouter une pop-up. Et comme disait Aurélien, une pop-up, c'est une page web à part entière. Donc on va pouvoir lui donner du HTML, du CSS, du JavaScript. C'est vraiment un bout de page qui s'exécute dans votre navigateur. On peut l'activer donc soit en cliquant directement sur l'icône de l'extension, ou alors on peut demander aussi à faire ça de manière programmatique en disant le service worker va utiliser l'API browseraction.openPopup pour faire surgir la pop-up quand lui le souhaite. Comme c'est encore une fois un élément de notre extension, la pop-up va pouvoir envoyer des messages au content script, va pouvoir envoyer des messages au service worker. Et là, il y a une petite subtilité, c'est que par exemple, si ici je clique sur ma pop-up et que je lui demande d'envoyer un message au content script, il va falloir qu'elle envoie le message au content script de l'onglet actif. Parce qu'en fait, techniquement, elle peut aussi envoyer des messages au content script de l'onglet Wikipédia. Ah ben voilà le texte qui a été remplacé, c'est magnifique. Donc il va y avoir des petites subtilités là-dessus, où aussi il va falloir qu'on demande à l'API, attends, t'es dans quel onglet? Donc c'est ce qu'on va retrouver, c'est le fameux tab ID, pour pouvoir justement initier cet envoi de message. Alors, on peut l'enlever. Voilà. Non, c'était pas le bon. On peut l'enlever. Ok. Alors, maintenant, on va modifier notre extension. Elle commence à être pas mal, elle commence à ressembler à une vraie extension qu'on va pouvoir trouver sur un store. Et on va lui ajouter justement d'abord est-ce qu'on lui ajoute une action, un browser action? Non, on part direct sur un peu. Ouais, comme tu veux. Hein. Non, mais dans le sujet qu'on a fait. Ah, dans le sujet, bah on peut, oui, on peut. C'est prévu, mais on peut faire sans. D'accord. Il n'y a pas de. Donc, normalement, ça première action, on fait sans. Du coup, on ajoute juste un handler pour le browser action, donc qui va être attrapé par le service worker. Et la deuxième partie, on va ajouter une pop-up. Et la pop-up, en fait, elle-même va avoir des boutons, et les boutons vont permettre de déclencher le remplacement. C'est-à-dire que le remplacement dans notre page va plus être systématique dès qu'on ouvre une page, mais à la place, ça va se faire en cliquant sur les boutons remplace-moi le texte, remplace-moi le titre. Alors, comment on va devoir modifier notre extension pour ça? Dans le content script, déjà, il n'y a pas de main en fait dans la racine de notre content script, on ne va plus faire aucune action. On va juste se mettre en écoute d'un message. Donc c'est-à-dire que notre content script ne fera plus d'action de base. Comme je disais, donc il va attendre un message et le message qu'il va recevoir va l'autoriser à déclencher cette action. Le service worker, lui, il va avoir comme différence que rien en fait. Le service worker ne fait plus rien. Puisque de toute façon, c'est la pop-up qui expose des boutons cliquables. Donc non, lui, il n'est pas vraiment sollicité. Alors, je crois qu'on l'a décomposé en deux parties. Première partie, browser action. Deuxième partie, pop-up. Je vais vérifier quand même rapidement. N'oubliez pas de reset. 03 c'est browser action. Ah non, c'est storage. Non, c'est direct pop-up. Pas de pitié. Allez. Oui, non, mais je veux dire, oui. Pardon. Bref. Ok, on passe dans le browser action et vous voyez que du coup dans la branche numéro 3 browser action vous avez déjà le corrigé justement de ce qu'on a fait avant. Donc la partie traduction vers Dinos est déjà faite, le background est déjà en écoute justement sur la réception d'événements, etc. Donc là ce qui va nous falloir comme... C'est ça le... Oui c'est ça en fait, ça on le fait pas. Tu peux ne pas le faire, c'est pas obligé. En fait, on avait prévu de le faire en deux parties. La première partie, en fait, on peut se contenter d'appeler juste chrome.action.onClicked dans le service worker, et ça va avoir pour effet qu'on va appeler cette callback quand quelqu'un clique sur le bouton de l'extension. Mais en fait, on va aller directement plus loin, c'est qu'on va juste lui fournir une popup.html. Et donc, en fait, le service worker qui est ici en tâche de fond, on ne va rien lui demander. Il ne va pas attraper l'action, quelqu'un a cliqué sur l'icône, ça sert à rien. Donc, je vais l'enlever pour éviter les confusions. Alors, si je reviens sur le source, vous allez voir qu'on vous a fourni un template de pop-up. Cette pop-up, elle est là. Donc, c'est vraiment du HTML classique qui va décrire la pop-up qui s'affiche.
Elle expose deux boutons qui ont des ID, Translate Text et Translate Title. Et elle va aussi contenir un index.javascript. Et par défaut, donc justement, il y a encore des trous là-dessus. Alors déjà, on peut regarder ce que fait cette extension, si elle a dû être chargée automatiquement. Si je vais sur Wikipédia et que je clique sur Radino. Qu'est-ce que tu as oublié? J'ai dû oublier. Quelle est la première chose qu'on fait? On change le manifeste. Voilà. Donc, ok, on va changer le manifeste. Ici, donc il va nous falloir un nouveau bloc. Je crois que c'est action. C'est action, je crois. C'est default pop-up. C'est action et défaut pop-up, ouais. Non, mais... Action, c'est un objet. En fait, on l'a là. Hop. Donc, on va définir une browser action dans lequel on peut aussi attribuer des icônes, mais nous, on a déjà notre icône. Et on va lui mettre un default title et default pop-up. Donc, hop, je vais copier ça dans le browser action. Tac, ça nous fait un nouveau bloc qui va contenir du coup ces deux clés. Voilà, donc ça c'est notre modif. On ajoute juste ça ici. Ouais, merci. On va la renommer un peu. Donc son title ça va être greu. Et puis le chemin du fichier ça va être popup /index.html. Donc normalement, le simple fait d'avoir déclaré ça dans le manifeste, ça va faire que notre extension, qui est donc, je rappelle, rebuildée en live, maintenant devrait avoir une pop-up. Et donc si on clique là, ça ne marche pas du tout. Est-ce que c'est action? Est-ce que c'est action? C'est pas browser action. Parce que browser action, je crois que c'est l'ancien. Mais... Alors, on va vérifier. Je suis pas sûr. Et c'est action avec un S peut-être. Vous avez dit, on n'est pas des développeurs. Là, typiquement, on est dans les migrations MV2, MV3. Donc, j'ai un peu flingué les slides. Non, ça c'est pas grave. Oh, est-ce qu'on poursuit avec des titres de dinos ou... Non, c'est bon. Alors, maintenant... c'est pas action. What? Alors, on va peut-être reprendre la doc. Oui, pour se faire un peu. Remarque, je la prends sur Chrome, mais en fait, on est sur Firefox. Hop. Alors, les pop-up, ce qu'on cherche, c'est dans Manifest. Non, mais c'est ce que tu as mis, Browser Action. Browser Action avec un default pop-up et default title. Browser Action, default title. Alors, il peut arriver parfois que le watch déconne un peu. Donc, si ça vous arrive, je vous conseille de le relancer et de vérifier que l'extension est bien rechargée. Et là, on va retester du coup. Non. Quelle solitude. Va dans Manage Extension pour voir s'il n'y a pas des bugs. Alors du coup, est-ce que ce serait action? On essaye avec S ou sans S? Je l'avais dit S. On va retenter. Hein. Ok, d'accord. Ok, donc on a trouvé, par essai successif, la bonne clé. La bonne clé s'appelle donc action. Donc dans votre manifest.json, il faut que maintenant vous l'appeliez action et puis browser action, parce que voilà, ça change des fois, et vous avez vu que la doc, typiquement, est pas du tout à jour. Donc la doc de Firefox, alors que je teste sur Firefox, nous dit de la merde. Alors, bon, ok, on a une action, on a une pop-up, c'est très bien. Donc maintenant, je vais pouvoir probablement épingler mon truc à la toolbar. Donc ça, c'est plus sympa. Maintenant, je vais pouvoir garder mon extension disponible sous la main. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est un petit peu de câblage. Donc ce que vous avez vu, c'est qu'on avait un index.html et un index.js pour notre pop-up. On a une fonction qui s'appelle le sendMessage to content script qui s'appelle ici. Donc en gros, voilà, pour reprendre du début. On a câblé l'événement onClick du bouton sur un appel à la fonction doTranslate, text ou title. Maintenant, si quelqu'un demande un doTranslate, on va faire un sendMessage to content script avec le type de message qui va être doTranslate text ou doTranslate title. Donc on va arriver dans cette fonction-là où ça nous donne le type envoyer, les datas, il n'y en a pas. Et donc nous, ce qui nous manque, c'est la mécanique justement pour envoyer le message au content script qui, lui, va ensuite faire le remplacement, mais uniquement à la demande. Donc on repart sur cette fois chrome.tabs, puisque cette fois, on va essayer d'envoyer un message non plus au service worker, mais directement à un tab. Donc on va faire chrome.tabs.sendMessage.
Et ce send message, on va lui envoyer justement donc le type de point. Il est déjà donné, juste type. Et puis, à quelle tab on va l'envoyer? À quel onglet on va l'envoyer? Justement, ça c'est une info qui vous manque, mais on a pré-mâché le travail, c'est-à-dire qu'on a défini la fonction qui s'appelle getActiveTab. Et getActiveTab, elle va faire une requête dans l'API chrome.tabs, où on va aller chercher justement quel est l'onglet actif de la fenêtre courante, parce qu'il ne faut pas oublier que vous pouvez avoir plusieurs onglets, mais dans plusieurs fenêtres. Donc vous pouvez même envoyer un message typiquement à un autre onglet dans une fenêtre qui est en arrière-plan. Rien ne vous l'interdit. Là, ce qu'on va faire, nous, en tout cas, c'est qu'on va faire ça juste sur la fenêtre courante, dans l'onglet courant. Donc, on a normalement tab, qui est le résultat de getActiveTab, qui va contenir un certain nombre d'éléments. Il va contenir l'URL du tab, il va contenir plein de trucs qui ne nous intéressent pas. Nous, à qui on veut l'envoyer, en fait, notre message, on veut l'envoyer au tab.id. La fonction doit retourner une réponse. Alors ça, on l'a prévu pour les étapes d'après, pour la récupération de stats, je pense. Donc à nouveau, on va faire un const res égale wait de Chrome tab send message, puisque c'est une promesse. Et pourquoi? Non, parce qu'en fait, c'est directement notre tour. Hein, oui, on va faire un return directement de ce truc-là. Ok, donc là, normalement, les boutons de notre pop-up sont bien câblés vers l'envoi de message. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est que notre content script doit se mettre en écoute sur ces messages et faire une action. C'est-à-dire qu'en gros, l'action qu'on faisait là, qui était systématique, on va le commenter maintenant, et on va plutôt se mettre en écoute sur la réception d'un message. Alors, chrome.runtime.onMessage.addListener, comme tout à l'heure, donc on déclare une callback qui va être appelée lorsque on reçoit un message. Hop, et donc cette fonction-là, ça. Ce qu'elle va faire, on l'a dit tout à l'heure, donc ce qu'on va recevoir, c'est deux paramètres. Le premier, un objet. Nous, on structure systématiquement type data, mais vous n'êtes pas obligé. Et on va recevoir aussi des infos sur le sender, hein, c'est ça? C'est ça. Alors j'allais dire on s'en moque, mais non, parce qu'on doit retourner des valeurs. Et donc là, on va refaire un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un switch sur le type qui a été reçu. Et si le type, c'est translate, c'est ça, hein? Do translate. C'est do translate text. On va vérifier quand même. Le type de message est juste dessous, do translate text, ok. Dans ce cas-là, on va appeler translate. On va appeler ça en fait. Tu as juste à copier les deux. Et un break. Il faut qu'on fasse un return sur est-ce que notre fonction translate retourne quelque chose? Oui. Ça retourne rien en fait. Hein. Non, il faut qu'on fasse un return true, je pense. Donc tu retournes directement translate. On return translate. Allez, on va tester comme ça. De toute façon, pour le moment, on ne stocke pas de stats sur les remplacements effectués, donc il n'y a pas vraiment d'impact. Même si on retourne rien, c'est pas grave. Maintenant, on va faire la même chose avec le do translate title. Hop, et là, on va faire un return du remplacement qui est fait sur les balises. J'ai fait l'inverse. C'est ça. Le texte, c'est sur les balises P. Et le title, c'est sur les balises H1 et H2. Ok. Alors là, potentiellement, on a une extension qui fonctionne. Donc on va recharger ça parce que je vois que le remplacement est déjà fait. Okay, si je clique sur l'extension, déjà on voit bien combien on a inhibé le comportement par défaut. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir directement un remplacement qui est effectué dans le contenu de la page. Maintenant, on va essayer de faire une traduction du titre. Alors, on va peut-être passer sur celle-ci pour voir. Essaye le texte, juste pour un. Et le texte? Ça marche pas. Donc là, on a raté quelque chose. Et c'est là que vous allez voir que le débugage est pas tout à fait évident. Donc si je reviens sur ma pop-up, on a bien do translate qui fait un send message to content script, qui lui-même fait un Chrome tab send message avec le type qui a été fourni dans le tab.id. Et là, je crois qu'on avait déjà eu le problème avec il y avait un doWait qui traînait. Ah ouais. Et je crois que c'est ça qui
pose problème. On va essayer. Ouais, c'est une fonction async. C'est possible. On n'est pas super convaincu. On a eu pas mal de bêtises comme ça qui... Non, c'était pas celui-là. C'est sur les stats peut-être. On va voir sur le corrigé. Hein. Oui, mais j'ai ma fierté. Alors ici, on a bien sender, etc. Et un translate. Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que tout le monde est encore réveillé? Non, je pense que là... Ok. TextNetMap. Non, ouais, prends le corrigé. Bon, on capitule vite quand même. Alors, je vais prendre la branche de corrigé. On avait bon sur cette partie-là, à savoir qu'on a fait un... Ah non, on a oublié de retourner après en trou. Ah, voilà. Alors, la fonction translate, la translate c'est elle-même une fonction async, ok, qui va faire quelque chose. Et ah oui, c'est lorsqu'elle s'est finie qu'il faut qu'on retourne true. Donc c'est ça qui nous manquait. En effet, ici, notre fonction-là ne retourne rien en fait. Et nous, on voulait retourner le code de retour de cette fonction-là. Donc en fait, après cette fonction qui est asynchrone, donc après le translate, on a forcé à attendre le résultat du translate pour ensuite appeler une autre fonction qui, elle, va juste avoir pour effet de retourner comme valeur true. Si je reprends quand même la pop-up, c'était vraiment juste ça, sauf que le tab ID est en premier. En deuxième. Donc forcément, il ne trouvait pas le tab ID parce qu'il envoyait probablement à n'importe qui. Si on revérifie maintenant, le titre, c'est bon, et c'est le texte, c'est parfait. On est bien. Donc là, notre envoi de message fonctionne. Donc ça veut dire que notre pop-up qu'on a défini est capable de dialoguer avec le content script qui lui-même va envoyer un message au service worker et que tout ça fonctionne à peu près. Alors comme on est à peu près à la moitié du temps, c'est peut-être l'occasion de faire une séance de questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de souffler 5 minutes sur après les aspects qu'on a déjà vus jusque-là? Ah, si. Là-haut. Oui. Attends, il y a le micro. Bonjour, merci pour ce début de presse. 2 questions. Quand il y a 2 extensions qui chacune ont un content script qui doit s'exécuter, laquelle est prioritaire sur l'autre? Et deuxième chose, est-ce que la pop-up script peut communiquer directement avec le service worker? Alors, oui. Enfin, pour la première, on ne sait pas. On s'est posé la question, mais c'est du JavaScript, donc les ordres ne sont pas forcément... Par contre, chaque extension a un identifiant. Et on peut communiquer, donc là on vous montre que les trucs basiques, donc le système de messaging au sein de l'extension entre les différents blocs, mais il est possible aussi de communiquer avec d'autres extensions en fonction de leurs idées, etc. Et c'était quoi la deuxième question, pardon? Ah oui, et la pop-up, et oui, en gros ils peuvent tous communiquer entre eux, il n'y a pas de souci. La seule contrainte, on va dire, c'est quand la pop-up ou le service worker veut communiquer avec le content script. Il est obligé de récupérer l'idée de la table active. Sauf s'il veut communiquer avec toutes les tables dans ce cas-là. Voilà. Mais ouais. Et donc la pop-up peut aussi communiquer avec le service worker en faisant juste un send message. Par défaut, en fait, ça va arriver au background script ou service worker, comme on l'appelle. J'ai 2 petits compléments aussi sur la manière dont le content script est injecté dans la page. Il y a de la doc là-dessus côté Mozilla et je pense qu'on a dû la mettre. Alors on va prendre celle-là. On a vraiment détruit les slides. Je vais revenir sur le content script parce que ça pourra t'intéresser là-dessus. Normalement, il y a différents moments du chargement de la page auxquels on peut insérer le content script. Par défaut, c'est fait à un moment précis, mais en fait, on peut l'affiner. Alors, il faut retrouver à quel endroit c'est. C'est peut-être dans la partie manifeste. Voilà, le renat. Donc là, par défaut, en fait, il y a 3 éléments. Alors, la doc qui est un petit peu sommaire quand même là-dessus. C'est le moment à partir duquel le JavaScript ou le CSS peut être injecté dans l'onglet. Et donc, on a document start, document end et document idle. Et donc, il n'y a à peu près aucune description de ces 3 instants. Mais on imagine que c'est relatif à l'état de chargement. Voilà. Document idle, c'est a priori, j'imagine, tout a fini de se charger dans la page et qu'il ne se passe plus rien.
Je crois que ça correspond. À mon avis, c'est un peu global à Chrome parce que si vous avez déjà utilisé Puppeteer ou des trucs comme ça, c'est pareil, quand vous injectez du JavaScript dans des navigateurs qui ont été outillés, vous pouvez choisir à quel moment. Et l'état idle, je crois que ça fait référence aussi à la même chose. Je crois qu'on a déjà vu ça. Ouais. Bon, en tout C'est cas, load, mais oui. Ouais. on ne sait pas comment c'est géré entre deux extensions, mais on sait que l'extension déjà elle-même peut demander à être injectée plus ou moins tôt après le chargement de la page. Autre question ? Et juste pour compléter pour le système de message, si je mets les types, c'est aussi parce que dès qu'il y a un script qui va prendre le message, les autres modules ne pourront pas l'avoir. Du coup, le fait de mettre un type, au moins tu ne traites pas les messages qui ne sont pas pardon. C'était juste pour répondre à la question sur quand il y a deux extensions qui tournent en même temps. Okay. Pour le coup, je travaille dessus et il y avait quelqu'un qui avait deux versions de l'extension qui étaient installées en même temps. Et tout ce qui va être fait de manière synchrone va s'afficher uniquement, enfin en une seule version. Tout ce qui va être fait de manière asynchrone, vu qu'il va générer des ID qui sont différents à chaque fois, ils vont se dédoubler. D'accord. Okay. Merci pour la précision. C'est vrai qu'on aurait dû. Super, on n'aurait pas pu répondre à cette question. Moi, j'ai une question aussi. Oui, pardon. Donc là, le code s'exécute dans le navigateur. Donc on a vu que pour débugger, finalement, c'est un peu plus compliqué puisque les erreurs n'apparaissent pas immédiatement. Est-ce que Chrome et Firefox fournissent des outils justement pour attacher un debugger ou consulter les logs, etc. Alors on peut déjà montrer du service worker, du background script, pardon. C'est vrai que, désolé, on était un peu paniqué, on a sauté des étapes. Donc en fait, quand vous êtes dans votre page d'extension, et que vous avez votre extension ici, vous pouvez activer le mode de debug add-on. Ça vous offre beaucoup plus d'infos, notamment l'UID, etc., l'extension ID, qui ne nous intéresse pas habituellement. Et là d'ailleurs, on voit que sur l'extension ID, qui est indispensable, en fait, il a été attribué automatiquement par la commande WebExt, en fait, qui a chargé notre extension temporaire dans Firefox. On peut même afficher le manifeste si on a envie, parce qu'on peut. Cela dit, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que on a ce inspect là, et en fait, on vous disait tout à l'heure, le service worker, il a ce site particulier qu'en fait, il est exécuté dans une page, mais c'est comme il est en background, justement, c'est pas une page qui s'affiche dans votre navigateur. Et ben, quand vous cliquez justement sur inspect, vous allez avoir ici la console de développeur, mais de cette page un peu factice. Donc on a même du HTML, du HTML qui ne contient rien, a priori. Par contre, si vous faites un console.log, et comme on est extrêmement joueur, on va le faire, si vous faites un console.log dans votre service worker, qui va être ici, hop, ah bon, on le fait déjà, on fait un console.debug, mais on le translate to Dinos, bah, écoute, ça vaut le coup qu'on teste. Hop, et au-delà de ça, du coup, vous avez accès directement à l'API Chrome dans la console. Si jamais vous voulez tester des trucs, des messaging, etc., il n'y a pas besoin de... Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que là, en fait, on a demandé à la pop-up de solliciter le content script. Le content script s'est réveillé. Il a envoyé un message justement au service worker pour dire donne-moi un titre de Dinos. Et ça a déjà disparu. Je viens de le faire pourtant. On a vu la ligne de log apparaître. Traduire les titres, voilà. Message from content script of type translate to Dinos. Et donc ça, c'est parce que dans notre callback de réception de message, côté background script, on avait prévu justement d'afficher ici, c'est console.debug. Donc si on fait un console.debug dans le background script, ça arrive ici. Maintenant, pour la pop-up, est-ce qu'on a moyen? Je suis sûr qu'on peut le faire, mais je me souviens. Il y a moyen, mais c'est très chiant, pardon du terme, mais c'est infernal, surtout que ça dépend des versions, etc., entre Chrome et Firefox. Enfin, ce que je vous conseille vraiment, que ce soit même pour le background script, vous pouvez le faire aussi, c'est juste d'aller dans le content script et dans le défaut, donc là c'est ce que j'ai mis ici, vous mettez un simple type et data, et comme ça, en fait, dès que vous voulez loguer quelque chose, vous envoyez un message au content script, et comme ça, vous gardez votre console de base, et il n'y a pas besoin de s'ennuyer à l'ouvrir. Je vais vous montrer quand même juste comment l'ouvrir, parce que sinon ce serait pas sympa. Du coup, ça se passe si je me... Ah merde, t'as fermé le debugging? Hop. On va le réouvrir. Donc ça se passe ici. Il faut ouvrir la page. Et normalement, alors c'est où? Zut.
Voilà, changer de fenêtre. Ah si, là où... Ouais, non, il veut pas. Enfin, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas du tout ça. C'est que il y a moyen normalement de mes... Il y a un menu caché en fait qui consiste à dire moi je veux inspecter mais pas la fenêtre du background script, enfin du service worker, mais ouais, tu sais où c'est? C'est où? Ouais. Là? À côté de... Ça? Ouais, mais du coup ça ferme la... Ouais, mais il me semblait que c'était ça aussi, un truc comme ça, mais je sais pas pourquoi. Bon voilà, donc vous envoyez des messages au content script et comme ça tout le monde est content et il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Ouais, c'est la partie où en effet, s'il y avait un débuggeur externe qu'on pouvait accrocher, alors peut-être que ça existe et à vrai dire on n'en a jamais eu besoin, mais ce serait sympa en effet d'avoir une fenêtre à côté qui bloque ça. On a perdu le slide. C'est pas grave. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on continue? Non. Allez, on est reparti. Prochaine partie, je pense que c'est sur le storage. Tac. Ça, oui, c'est ça. Storage. Donc là, il va nous rester deux parties qu'on souhaite vous montrer. On est très large parce qu'il nous reste 53 minutes, donc on est bien. La première partie, c'est sur le stockage, puisque votre extension va pouvoir stocker des données. La page de configuration qu'on souhaite ajouter, une petite topo sur la signature et distribution, et puis tout le reste, on va le mettre dans un sac parce qu'on n'a pas le temps de les aborder, mais on va quand même faire une petite passe dessus. Donc le stockage, c'est vraiment, c'est très utile. Pardon. Il y a déjà trois types de stockage. Il y a le stockage local, donc qui est un stockage dans le navigateur, donc sur la machine locale, tout ce qui est de plus normal. Vous avez le droit par défaut à 5 MO. Sauf si vous mettez la permission Unlimited Storage. Il y a la version 5. Donc là, c'est exactement la même chose que le local, sauf que si vous êtes connecté à votre navigateur, il va synchroniser les données avec toutes vos applications. Si vous êtes connecté par exemple à Firefox et que vous avez le Firefox sur votre téléphone aussi, vous aurez tout pareil. Et le Managed, ça c'est plus du coup pour tout ce qui est administration, etc. Donc par exemple, si vous êtes une entreprise, voilà, ça nous intéresse absolument pas actuellement. Ah oui, si, juste. Par contre, oui, j'ai parlé du coup de la permission Unlimited Storage, mais il faut aussi ajouter la permission Storage. Sinon, il n'y a pas le droit aux accès. Et du coup, il faudra penser à le rajouter tout à l'heure. Note pour moi-même. Du coup, voilà. Comment fonctionne le storage? C'est très simple. On utilise du coup l'API Storage, simple. Et après, là, ici, on met juste en fait le type de storage qu'on veut. Donc, si on avait voulu utiliser du 5, il y avait juste besoin de mettre du 5. Alors, il y a deux commandes à connaître. Le set, je ne sais pas si on parle du set et du get. Non, on parle que du get, que du set. Grosso modo, donc là, vous voyez, c'est un peu bizarre. Enfin non, c'est du set, donc ça va. Mais on met directement un dictionnaire avec clé valeur. Et après, il va enregistrer ça. Et en fait, le get, on peut faire exactement la même chose en mettant un dictionnaire avec une clé et une valeur. Et en fait, si la clé n'existe pas, ce sera juste une valeur par défaut, tout simplement. Donc, comment on va faire ça? Alors déjà, à quoi ça va Non, on en parle après. Non, on n'en parle pas. Pourquoi on va rajouter des stats juste pour vous faire utiliser le storage? Et on va simplement calculer le nombre de mots qui ont été traduits par page et le nombre de titres. Et parce qu'on n'avait pas d'autres idées. Et du coup, comment ça va être implémenté? Chaque bloc peut accéder au local storage, donc il n'y aura pas besoin de faire appel au service worker. On pourra directement mettre à jour depuis le content script le nombre les stats, etc. Et les lire sur la pop-up et du coup les afficher directement. Et c'est parti. On est déjà en... Donc là, on voit venir aussi les problèmes d'accès concurrent qui vont se poser potentiellement. 0,4. Voilà. Alors, donc on peut voir que normalement on a rajouté un fichier storage, donc qui est un set stats, pardon. Désolé pour le tech. Et normalement il y a aussi donc dans la pop-up, on a rajouté un update states, remove states et je crois que c'est tout. Et c'est tout. Donc c'est vraiment, ce sera toujours les mêmes utilisations d'API, les mêmes codes, mais au moins ça vous permettra de voir un peu comment ça marche. Donc dans le update state de la pop-up,
Donc on utilise, comme j'avais montré tout à l'heure, le Chrome Storage. Nous, on va travailler du coup qu'avec du local parce qu'on n'a pas d'intérêt à travailler avec, le 5. Et d'ailleurs, petite précision sur la classe de storage managed. L'idée, c'est que c'est vraiment le gestionnaire de votre bureau, votre réseau bureautique typiquement, qui va setter les valeurs via des GPO, d'Active Directory ou autre. Et du coup, ça veut dire que votre extension n'a accès à cette partie-là qu'en mode lecture seule. Donc ça permet justement d'imposer une politique de configuration à tous les navigateurs du parc, par exemple. Alors, je m'y suis pris un peu à l'envers, je suis désolé. Je le ferai tout à l'heure, mais on va stocker du coup toutes les données liées au site avec l'URL directement, qu'on peut récupérer du coup avec le getActiveTab, ce qui permettra d'avoir des stats uniques pour chaque site. Du coup, voilà. On pourrait faire en mode global, etc., mais là au moins ça peut montrer que pour chaque site vous pouvez avoir des données différentes. Et du coup, on va faire comme ça. Donc là, je fais un get tout simplement, et je vais mettre du coup des valeurs par défaut. Donc nous, on veut savoir combien de textes on a et combien de titles. Donc j'initialise tout ça à 0, comme ça au moins ça va éviter tous les problèmes. Tac. On va appeler ça data. Hop. Et du coup, on nous demande de changer le contenu de text counter et title counter, donc qui sont tout en haut. Tout a déjà été fait. Il y a juste besoin de les prendre, de faire text content du coup. Hop, et de mettre data.text pour le texte et tech. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est que dans la pop-up, en fait, on a ajouté 2 champs qui contiennent ces compteurs. Et donc là, le but, c'est que lorsque on ouvre la pop-up, voilà, on va justement aller charger ces valeurs depuis le storage pour les afficher dans la page web. Du coup, donc là, normalement, c'est censé mettre à jour à chaque fois, aller chercher les données dans le local storage. Et on va faire la même chose pour le remove stats. Et du coup, je peux copier-coller en fait tout simplement cette ligne-là. Tac. Et là, au lieu d'un get, on fait un simple set et ça va tout remettre à 0. Et on ne peut pas encore tester parce que on n'a pas encore de données. Tac. Donc toute notre logique là normalement sur la pop-up est faite. Il peut se mettre à jour, il peut tout afficher, tout bien. Ce qui va nous manquer, ça va être du coup de renseigner la donnée dans le setState. Donc si je vais juste dans l'index, on peut voir qu'à chaque fois on effectue le translate. Si vous êtes allé voir un peu tout à l'heure, je crois qu'on l'a vu vite fait. À chaque fois, toutes les fonctions de traduction retournent un chiffre. Donc pour le texte, c'est le nombre de mots, et pour les titres, c'est 0 ou 1, si jamais il a traduit ou pas. Et du coup, notre but, ça va être de prendre le nombre de stats, enfin le nombre de mots traduits, etc., et de l'enregistrer dans les stats. Et pour ça, on va récupérer d'abord les données, parce qu'on ne sait pas si le site a déjà été... si on a déjà des stats pour ce site. Tac, donc normalement on a... Merde. Ah oui. Donc quand on est dans le contexte d'une page, on peut utiliser tout ce qui est document, window, etc. Donc là, pour récupérer la page, c'est tout simple. On fait un document location href. Pas besoin d'aller se prendre la tête pour autre chose. Tac, je remets des valeurs par défaut, histoire d'éviter tout problème. Et voilà. Alors, si vous vous posez la question pour les crochets, en fait, les crochets consistent à dire que la clé du dictionnaire, en fait, c'est la valeur qu'il y a dans la variable document.location.href. Alors du coup là, je fais une simple incrémentation du type de données, donc si c'est titre ou title ou texte, pardon, et on va rajouter la value, comme ça va s'incrémenter, etc. Et on n'a plus qu'à sauvegarder la donnée. Tac. Donc c'est data, c'est bien l'URL, et on met un set, et normalement tout est bon. Je ne sais plus s'il y a besoin d'un return, j'en mets un au cas où.
Je crois pas, mais voilà. Le data const, alors je sais plus si en JavaScript c'est important ou pas. De quoi? Le data et const, alors en JavaScript c'est important ou pas? Le data et const? Ouais, mais tu modifies le data quand même. Ah oui, non, c'est pas gênant. C'est si tu, enfin, comme s'il y a un dictionnaire, tu peux modifier des clés, mais tu peux pas faire data est égal à. C'est celui-là. Non, si on va voir, on est à 0 et je clique et ça marche pas. C'est génial. Pourquoi? Bon, c'est pas ici. Alors, du coup, là, on va pouvoir utiliser directement la console de debugging pour voir directement dégage. Pour voir si justement on a de la donnée, parce que si on a enregistré la donnée storage, ça veut dire que ça vient pas du content script, et du coup que ça viendrait de la pop-up. Alors, quand on est dans la console du service worker, en fait, on a accès finalement au storage de l'extension. On exécuté dans le contexte de l'extension. Voilà, donc là, c'est typiquement le truc complètement con que tout le monde fait, enfin, du moins moi, ne pas mettre les permissions. Donc vous voyez, là, normalement, le code est bon, mais comme j'ai oublié de rajouter les permissions dans le manifeste, on peut rien faire. Premier, hein, le manifeste. Du coup, nous, c'est juste storage. Et normalement, là, s'il te plaît. Ah oui, ça a bougé, mais bizarrement. Alors, on va y retourner. J'aurais pas dû la fermer. Tac. Ah, ok. Donc là, non, mais c'est moi qui. Putain. Donc on voit pourtant que la donnée est bien là. Tac, tac. D'accord, je crois que petit problème dans le code, j'ai fait une boulette. On a déjà eu ce problème. Et du coup c'est dans le storage. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors en gros, à chaque fois que vous faites une demande, du coup c'est très bien, comme ça on va pouvoir expliquer. Quand vous récupérez du coup des données depuis le storage, il vous retourne, peu importe le nombre de données que vous demandez, il vous retournera obligatoirement un dictionnaire. Donc c'est-à-dire que là, on a nos données, mais il faut absolument lui redonner la clé de l'URL avant de prendre toute la donnée qu'il y avait dedans. Et du coup, j'y pense, j'ai pas fait ça non plus sur la pop-up. Je sais plus s'il y a besoin. Si dans le get, on fait un get. Du coup là, typiquement, j'ai oublié de mettre l'URL. Du coup là, c'est tab.url. Tac, 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 tac. Et normalement, ça devrait être bon. Il faut reset. Commande très pratique aussi quand vous êtes en train d'utiliser c'est Chrome Storage Local. Et je crois que c'est reset qui permet du coup de réinitialiser tout le. J'ai oublié un R. Et non. Quoi? C'est bien. Storage local. Clear. C'est bien clair. Bon, normalement, il n'y a pas besoin d'attendre. Et si je fais un get, normalement, il n'y a plus rien. J'espère que ça va marcher. Et ça marche toujours pas. Et pourquoi? Bon, si c'est un truc encore débile, je vais prendre la correction. Ou alors c'est lui qui a pas. Je vais reprendre la correction, ça va être plus simple. Quoi? Ouais. Ah oui, ouais, exact. Mais on va refaire un petit. Putain, faut que j'arrête de la fermer. Tac tac, on refait un clear. Hop, il n'y a plus rien et. Voilà, le wait sur l'action du storage est quasiment instantané.
Mais en gros, on n'a pas de garantie que c'est instantané. C'est-à-dire qu'en gros, sur un storage de type sync, ils nous disent que ça peut prendre un certain temps. Et donc, il faut pas se dire j'ai fait la requête, ça m'a retourné une promesse, c'est bon. En fait, non, il faut attendre que la promesse soit réalisée parce que potentiellement, on n'est pas à jour. Ouais, bon, on va prendre la correction. Désolé, je sais absolument pas pourquoi, où est le bug. Mais normalement, vous avez compris l'idée de l'utilisation du stockage. C'est git reset hard, non? Et git checkout. C'est une bonne idée d'avoir prévu ces corrections. Oui, pour remarquer, on n'est même pas obligé de passer. Putain. Ah, Bernam. Putain, pardon. Hop, hop. Et du coup, normalement, si je teste, tout marche nickel. Je suis bien dans la correction là. Et merde. Mais tu vois, on était sur les anciennes clés. Oh merde. Oui. Oh non. D'accord. Bon, ben on va passer. Faites comme si ça avait marché. on a corrigé des trucs au dernier moment et on n'aurait pas dû. Mais vraiment, on n'est pas loin. Ouais. Tac, tac, tac. Et du coup, ça va être. Tiens, je te laisse option page. Ouais. Alors, si on reprend le modèle d'une grosse extension type AdBlock, etc., maintenant qu'on a un storage, on a plein d'infos qui sont accumulées au fur et à mesure, l'étape suivante, c'est d'avoir une page de configuration pour notre extension, qui, du coup, je ne dois pas avoir d'AdBlock ici, mais qui vous permet justement d'aller configurer son comportement. Alors, encore une fois, la page de configuration de l'extension, c'est encore une fois une page qui va s'exécuter dans un contexte différent, qui peut avoir du HTML, qui peut avoir du JavaScript, etc. et qui va être capable de dialoguer avec le reste de notre extension de manière, par l'envoi de messages asynchrones. Alors, la page d'options, elle peut s'appeler de deux manières différentes. Soit on l'appelle juste en passant par l'interface de notre navigateur. Donc ici, ça consisterait à aller dans non, je ne l'ai pas là. Dans nos extensions, qui sont où d'ailleurs Done and Sims, hop. Je sais pas si il faut activer d'abord les extensions quand même pour. Ah, est-ce qu'il y a une page de paramètres qui doit être activée? Non, il faut dans le manifeste. Okay, donc comme on n'a pas défini de page de paramètres, on ne peut pas encore l'ouvrir. Mais bon, en gros, on aurait ici un petit bouton supplémentaire configuration qui nous permettrait de configurer notre extension. C'est pas le moyen le plus user-friendly parce que comme vous voyez, il faut qu'on aille passer par la page qui contient toutes les extensions pour ensuite aller chercher la bonne et la configurer, etc. Ce que vous allez voir, c'est que si vous êtes typiquement dans uBlock ou AdBlock, dans votre pop-up, vous allez directement avoir une petite roue dentée et puis ça vous ouvre la page d'options. Et donc, justement, c'est ce qu'on peut faire depuis le service worker en appelant directement runtime.openOptionsPage. Alors, souvent, votre page d'options, elle ne va pas avoir un grand rôle en elle-même, elle va juste être composée d'input et puis elle va vous permettre de modifier en fait des valeurs qui derrière vont être stockées dans le local storage. Ou alors de récupérer des valeurs potentiellement, déjà quelles sont les valeurs de configuration de votre extension au moment où vous ouvrez l'option page. Alors, j'ai mis un petit warning, cette page n'est pas affichée dans un onglet traditionnel du navigateur. C'est un peu subtil, mais en fait, cette page, elle peut s'afficher soit sous la forme d'un onglet, comme celui-ci, ou alors elle peut s'afficher directement en overlay dans cette page-là, par exemple. Et ça, on le choisit directement dans le manifeste. Et une des conséquences que ça a, c'est que même si on l'ouvre dans un onglet, on ne peut pas discuter avec cette page d'extension en utilisant l'API chrome.tabs. En fait, en vrai, elle est dans aucun onglet. Il faut se dire que voilà, c'est une page qui n'est pas dans un onglet et on ne va pas pouvoir justement l'adresser et lui envoyer un message directement comme ça. Bon, c'est une imitation de l'API, il faut juste la savoir, il n'y a rien de spécial. Alors, qu'est-ce qu'on va aller modifier dans notre extension? Notre extension, elle est déjà pas mal, elle nous remonte des stats. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait changer finalement, c'est dans quels éléments du DOM on va aller faire nos remplacements. On avait vu, actuellement, on l'a fait juste dans les balises P pour le texte, et puis dans les descendants des balises H1 et H2 pour les titres. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir envie de configurer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de les hardcoder dans l'extension, on va les mettre dans le local storage. Et puis aussi, ce qui nous manque, finalement, c'est dans notre pop-up un petit raccourci pour ouvrir cette page d'extension.
Alors, ce que ça va nous donner, et là ça va être l'état final de notre extension, je pense, c'est ce schéma-là, où maintenant en fait notre extension va avoir 4 composants différents, le service worker, le content script, la page d'options et la pop-up, et certains s'échangent des données en passant par des messages, d'autres s'échangent des données en passant par le local storage. Donc en gros, sur notre pop-up, si vous cliquez sur le bouton configuration, ça va déclencher l'ouverture de l'options page, qui elle-même va pouvoir lire et écrire dans le local storage pour avoir les valeurs des balises dans lesquelles on va faire le remplacement. Et le local storage va lui-même être consulté par le content script lorsqu'il est sollicité par le pop-up pour savoir justement dans quelle balise il va aller faire son remplacement. Et là, on commence à voir une extension qui finalement utilise à peu près toutes les fonctions du navigateur de manière assez globale. Et on va pouvoir passer justement dans la branche 5, qui est la branche Options Page. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? Modifier le manifeste. Alors, on a déjà notre pop-up, on a tout ce qu'il faut. Donc, ce qui nous manque, c'est justement notre Options Page. Et alors là, je vais regarder. Plus du tout. C'est pas grave parce qu'on a mis des liens dans la doc. C'est bien. Il faut qu'on trouve le manifeste maintenant. Options UI. C'est ça. Alors voilà, c'est quand même assez hétérogène. Là, c'est Options UI, c'est pas Options Page. On ne sait pas pourquoi. Toujours est-il que notre page d'options, elle est dans le répertoire Option Page et elle s'appelle index.html. Donc on va la renommer ici. Index.html. Ok. Donc normalement, rien que le fait d'avoir changé ça, ça devrait justement, dans l'add-on manager ici, nous activer la possibilité de récupérer les settings quelque part. Mets à jour la page peut-être. Alors, si on met à jour ça, ça suit. Hop, voilà. Préférences. Donc voilà, cet onglet préférences. Donc c'est pour ça que je vous disais, typiquement, ça c'est pas un tab qu'on peut adresser. Enfin, typiquement, ici, il est intégré directement dans cette petite partie de la page About Add-ons. Donc c'est dur de lui envoyer un message. Alors, bon, très bien, au moins on voit qu'elle a été prise en compte. Maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est ce qu'on a mis dans cette page d'options. Hop, qui est ici. Donc on a un petit peu comme dans notre pop-up, finalement on a deux inputs de type texte. Enfin non, on avait je sais pas ce que c'était, des spans ou je sais pas quoi. Là c'est des inputs, donc on va changer leur valeur différemment, mais bon. En tout cas, lorsque on ouvre la page d'options, et d'ailleurs on va peut-être commencer par ça, comment on ouvre la page d'options? Eh ben, on a défini des actions dans notre pop-up sur les différents boutons. Ben, ce qui nous manque, c'est justement une action pour ouvrir la page d'options. Donc on doit avoir un button option page, .onClick, et puis on va venir lui définir un appel vers Chrome .open Runtime. Chrome runtime, ouais. Open option page. Voilà. Le simple fait d'avoir fait ça, normalement, ça devrait nous permettre d'ouvrir cette page d'options dans un onglet. Je pense qu'on a bien. Attends, par contre, essaye juste d'aller dans un autre onglet et de refaire. Normalement, je pense que ça va ouvrir juste la page où on était. Non, même pas. Il nous manque juste les paramètres tab. C'est ouvrir dans une nouvelle tab. Ah oui, oui. Mais je sais plus c'est quoi le. On va regarder dans la doc. Options page. Alors, normalement, on peut lui dire qu'on le veut dans un onglet. C'est Opening Tab, c'est ça, qui par défaut est dans False. Et donc là, on va mettre la valeur true dans le manifeste. Par contre, je pensais pas que ça n'ouvrait rien si tu mettais pas. Je pensais que ça te mettait directement dans les options. Alors, nouveau test. C'est trop bien. Alors, est-ce que c'était Chrome Runtime? Normalement, si. Ah, c'est peut-être là où il faut le await. Où il marche pas s'il n'y a pas le await. Je sais plus. Parce que je sais qu'on a eu un problème comme ça la dernière fois. Top bien. Alors là, c'est notre function page, elle est là. Notre pop-up est ici. Options page. Ah oui. C'est une bonne idée, ça. Merci. On n'était pas loin. Ok, donc là, notre bouton de pop-up est câblé maintenant vers l'ouverture de la page d'options.
Maintenant, la page option, lorsqu'elle s'affiche, elle va du coup devoir aller chercher ce qu'il y a dans le storage. Donc en gros, ici, on a deux éléments à faire. Donc on a déjà un pointeur vers notre élément input text selector et input title selector. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que lorsque la page se charge, on aille chercher les valeurs du local storage. Donc en gros, on va refaire un const, je ne sais plus, values est égal à Chrome await plutôt, parce qu'il faut attendre la réponse. Await chrome.storage.local.get, dans lequel on va lui passer un dictionnaire. Alors, ce qu'on avait... Peut-être faire la fonction à la voix à fond, non? Tu la mettre où? Attends. Je me souviens plus. Et les handle options. Ça, c'est quand on modifie. Ouais. Mais du coup, parce qu'en fait, là, comme on est dans le contexte d'une page, on ne peut pas faire de await, etc. Du coup, vu... Là, on appelle les... Désolé. Oui, c'est au chargement de la page. Il faut qu'on fasse une récupération nécessairement de ce qu'il y a déjà dans le storage pour bien l'afficher dans les inputs. J'ai un gros doute. Ah oui, non, parce que du coup... Oui, c'est ça. En fait, t'as raison. Oui, non, mais vas-y. Et après, comme c'est du câblage et qu'on peut peut-être garder un petit peu de temps pour la fin, et puis se dire, on prend directement la correction et on voit ce qu'on a fait. Vas-y. Allez, on va faire ça. Comme ça, au moins, on va passer moins de temps sur... Parce que là, en fait, c'est un petit peu du câblage, comme on a fait tout à l'heure. C'est pas forcément le plus important. Donc, on va récupérer... Il y a un corrigé là-dessus. Hop. Alors, ce qu'on aurait fait, c'était ça. Quand on ouvre la page d'options, il faut qu'on commence par faire un Chrome Local Storage Get. Et en fait, on va récupérer deux clés finalement dans notre storage. Le text selectors, donc là où on va les balises dans lesquelles on va chercher du texte pour le remplacer, et le title selectors, dans lequel on va justement chercher du texte. On attend d'avoir le résultat, et une fois qu'on a ce dictionnaire, on va aller mettre à jour les deux champs, input text selectors.value, avec ce qu'on a récupéré dans text selectors, et puis pareil pour l'autre. Donc ça, ce que ça apporte comme différence, c'est qu'à partir de maintenant, si on ouvre l'options page, hop, on va récupérer je vais les zoomer dessus, comme ça vous verrez mieux, les valeurs des sélecteurs. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que jusqu'à présent, ces clés-là du dictionnaire de storage étaient vides. Donc en fait, on a mis des valeurs par défaut. On lui a dit, par défaut, s'il n'y a rien, tu me retournes P pour celui-là et H1, H2 pour l'autre. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et on a récupéré ces valeurs par défaut. Maintenant, ce qu'on va définir un petit peu plus haut, c'est un événement en cas de modification de ces valeurs. Donc si je change, moi, en tant qu'utilisateur, la valeur de ces éléments-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer dans Handle Options et on va lui dire, bah écoute, maintenant dans Chrome Storage Local Set, à la clé qui s'appelle target.name, et target.name, c'est parce que en fait, nos boutons s'appellent text selectors et title selectors, qui sont les mêmes noms que les clés qu'on a utilisées dans notre dictionnaire. Il va faire un set dessus et il va mettre la valeur. Donc en gros, là, à chaque changement, donc si je fais ça sur les liens par exemple, là, le simple fait que j'ai fait une modification de mon champ input, ça a été automatiquement mis dans le local storage. Ça, c'est automatique. Dernière chose qui nous reste à modifier maintenant, c'est le content script. L'idée du content script, c'est de se dire, maintenant, dans quoi je fais le remplacement? Eh ben, je ne vais plus hardcoder ça directement dans mon texte. Lorsqu'on reçoit un message ici, donc vous vous souvenez, là, on reçoit un message qui vient d'un pop-up pour faire une action, translate text ou translate title. Lorsqu'on me dit, par exemple, de faire un translate text, ben, je vais commencer par aller chercher dans mon storage ce qu'il y a dans la clé text selectors. Par défaut, je vais mettre P, parce que pareil, peut-être que personne n'a rien configuré pour le moment. Et une fois que j'ai le résultat, en fait, je vais refaire ce que je faisais tout à l'heure, à savoir que je vais appeler la fonction translate qu'on a définie au-dessus. Sauf que translate, je ne l'appelle plus sur la balise P directement, je l'appelle sur le result, enfin la clé text selectors de mon dictionnaire result. Et je la passe à ma fonction text2Dino. Donc là, normalement, on doit pouvoir faire le test. Maintenant que j'ai mis ça comme changement, si je recharge et qu'ici je fais remplace-moi dans le texte, il va changer. Il devrait changer. Je retourne sur l'option page pour voir s'il a bien pris en compte les changements. Alors je fais quoi? Je le ferme, je la rouvre. Là, il a changé partout. Hein. Embêté. Alors peut-être que finalement tout est dans une balise A. Hein. Peut-être que
traduire le texte. On va faire semblant que ça marchait. Alors, si même la correction est pas bonne par contre, là, on a l'air bête, mais vous avez compris le principe. C'est censé fonctionner comme ça. Mais attends, mais je sais, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est infernal. Comme je disais tout à l'heure, on a fait des changements au dernier moment. Ne faites jamais ça. C'est très mauvais. Et en fait, c'est parce qu'il faut aller sur le 6, parce que le 6, c'est la solution. Logique. Donc vous avez une solution de la solution qui est la branche 6, qui s'appelle solution. Voilà. Et qui est mieux que la 5 corrigée a priori. Voilà. Et... Merci d'avoir débugué avec nous cette session-là. On va pouvoir donner la vraie présentation demain. Tac. Donc tu vois, il a gardé les A, donc ça c'est cool. Et donc là, normalement, si je remplace les titres, ça marche, les textes, voilà. C'est ça. Et du coup, c'est bon pour ça. Tac. Donc c'est bon pour l'open page. Ok, donc allez dans le 6 pour voir le corriger. Ouais, grosso modo. Alors pour la signature, donc là c'est vraiment pour mettre votre extension, qu'elle soit donc sur les stores, etc. On va vous montrer vite fait, c'est pas très compliqué. Firefox, comme on le disait aussi tout à l'heure, on utilise une librairie qu'ils ont fait, donc qui s'appelle WebExt, qui permet de développer, comme on a pu le voir, mais aussi du coup de directement packer l'extension, de la signer avec Microsoft, avec Mozilla, et après donc vous retrouvez donc généralement avec un fichier .xpi, et là vous avez deux choix. Soit vous le mettez directement dans le Mozilla Store, ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça. Sur addons.mozilla.org, voilà. C'est la boutique d'extension. Soit vous pouvez l'auto-héberger, donc c'est-à-dire vous faites un site, vous mettez votre paquet XPI là-dedans, et après vous pouvez même gérer vous-même les versions de votre extension. Vous avez normalement toute la doc dans les slides, et c'est pas très compliqué, mais c'est toujours bon à savoir. Alors, comment ça se passe en pratique? Je complète juste, si c'est une extension que vous n'avez pas envie de distribuer globalement, en effet vous la mettez sur un site. Ce qui est important, c'est que vous distribuiez un XPI qui a été signé par Mozilla, parce que c'est la seule chose que va vérifier le navigateur, c'est qu'elle a bien été signée par Mozilla, parce que ça veut dire qu'il y a eu les analyses de sécurité qui ont été faites dessus. Après, la deuxième chose que vous avez besoin de faire, c'est publier un JSON sur votre site qui va décrire les updates. Parce que même si vous distribuez votre extension sur votre propre site, le navigateur va quand même venir consulter ce fichier JSON pour voir s'il y a des mises à jour de temps en temps. Donc en fait, vous pouvez ensuite continuer à la distribuer comme ça sur ce canal un peu alternatif, et l'extension restera quand même à jour chez vos clients. Alors là, on voit juste le site, le panel de développement d'extension Mozilla. Vous pouvez directement aller dessus pour mettre vos fichiers d'extension et le faire signer directement dessus. Mais vous pouvez aussi utiliser du coup l'extension, la librairie WebEx. Pour Chrome et Edge et probablement beaucoup d'autres, vu que tout est sur Chromium aujourd'hui. Alors oui, du coup, il faut se créer un compte normal, comme avec tout. Alors là, ça va se passer du coup avec un zip. Ils n'ont pas de type de fichier particulier. Et alors par contre, je me souviens absolument plus du tout de la marche à suivre, mais je crois que c'est à peu près la même chose. Hein. Vous créez un compte développeur sur le Chrome Web Store. Vous allez ensuite déclarer une nouvelle extension dans le Chrome Developer Dashboard. Vous envoyez le .zip qui est, en grosso modo, ça va être votre .zip, votre répertoire dist, qui a été zippé, et le XPI, c'est à peu près la même chose. Vous l'envoyez sur le site, et là, la distribution, par contre, se fait forcément sur le store. Mais vous avez trois possibilités en termes de visibilité. Soit vous laissez votre extension publique et visible par tout le monde, c'est-à-dire que dans ce cas-là, n'importe qui peut la trouver et l'installer. Deuxième possibilité, vous la mettez non listée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas apparaître dans les résultats de recherche, mais quelqu'un qui connaît l'URL dans le web store de votre extension pourra l'installer. Et enfin, la dernière possibilité, c'est que vous la mettez en privé, et dans ce cas-là, il faut que vous, dans le compte développeur d'extension, vous alliez déclarer que tel et tel utilisateur rattaché à un compte email particulier peuvent l'avoir. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment que les personnes arrivent, soient loguées pour pouvoir télécharger l'extension. C'est payant Chrome, je crois, non? Je crois qu'il y a un paywall de $1 ou un truc comme ça pour éviter les... Je ne sais pas, encore une fois, la caisse à la sortie nous permettra de faire un compte développeur d'extension. Donc là, c'est un screenshot qu'on a pris du panel de Chrome, parce que il faut payer, donc on n'a pas payé. Et du coup, c'est le screenshot de quelqu'un d'autre. Voilà, grosso modo. Ce qu'on n'a pas vu, je t'en prie.
Alors, il y a encore plein de choses qu'on peut voir dans une extension, mais en 2 heures, ça aurait été trop court. Donc, on va quand même les passer en vue, mais rapidement, on ne va pas faire de TP dessus. Juste pour que vous ayez une idée. Voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée, exactement. Alors, le premier, c'est le Button Page Action. Et là, vous allez me dire, c'est quoi la différence avec le Browser Action? Eh ben, c'est très très subtil. Le Button Page Action, en fait, n'apparaît pas ici avec les extensions, il apparaît dans cette barre d'outils-là. Donc typiquement, si vous avez un raccourci envoyé vers Pocket ou des trucs comme ça apparaît directement dans la barre d'adresse. Et dans la mentalité, en fait, dans le principe de fonctionnement qui nous dit, c'est que c'est dédié à des actions qui ne s'appliquent pas à toutes les pages. Donc typiquement, le cas d'usage qu'il nous donne et qui est assez logique, c'est de se dire s'abonner à cette page en RSS. Si vous avez un lecteur RSS, et bien en fait, toutes les pages, enfin tous les sites web dans les headers HTML n'exposent pas forcément un flux RSS. Donc ça peut être pertinent d'activer ce bouton ajouter un flux RSS que si effectivement la page contient des flux RSS. Donc dans ce cas-là, ils disent vous faites un button page et puis vous l'activez ou vous l'activez pas selon les pages sur lesquelles on est. Deuxième élément de l'extension qu'on n'a pas vu aujourd'hui, c'est le contexte menu. Alors le contexte menu, c'est assez simple à comprendre. Quand vous faites un clic droit dans votre page, vous allez voir ce menu. Vous pouvez là aussi insérer des nouvelles possibilités pour votre extension. Et typiquement, si vous avez un uBlock origine, vous pouvez souvent cliquer sur un élément et dire comme ça, je veux le bloquer. C'est le genre de choses que vous pouvez faire. Ou alors, si vous avez peut-être des générateurs de mots de passe ou des keypass, ce genre de choses, vous pouvez faire un clic droit sur un champ password et puis dire génère-moi un mot de passe. Ça, typiquement, ça enrichit vraiment les capacités de votre navigateur, mais ça reste du domaine de votre extension. Les DevTools, ça c'est plutôt cool, mais c'est quand même plus limité. Actuellement, ce que vous pouvez voir, c'est que dans ma barre de développeur, en fait, il y a déjà un certain nombre d'onglets qui sont fournis par le navigateur. Vous avez à peu près les mêmes sous Chrome. Et bien, vous pouvez avoir votre propre onglet dans la console de développeur, mais qui est fourni par une extension. J'ai pas vraiment de cas d'usage pour ça. C'est vraiment très très lié au développement. Si, je crois qu'il y a React, ouais. Ah, React, ouais, bien vu. Ouais, qui permet d'avoir directement les states ou les trucs comme ça. Ça, c'est très utile. Il y a encore un autre truc que j'ai pas mentionné là, mais vous pouvez avoir une barre d'outils comme ça, comme la barre de bookmark. Vous pouvez avoir une barre qui va être une barre latérale qui va servir pour votre extension, par exemple. Vous pouvez le déclarer. Et de la même manière, si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez aussi déclencher ça depuis la pop-up, par exemple, ou depuis d'autres endroits. Alors, ensuite, je vais faire un petit focus sur l'interception de requêtes HTTP parce que c'est un gros morceau en soi et c'est quelque chose qui a beaucoup subi justement l'évolution du manifeste depuis la V2 vers le AV3. Alors, la première chose, c'est que si vous demandez l'autorisation web request, vous la demandez dans votre manifeste, ce que vous allez pouvoir faire déjà, c'est intercepter toutes les requêtes qui sortent à tous ces moments. Donc vous avez quand même plein de hooks comme ça qui sont mis à disposition du navigateur au moment où il va envoyer une requête. Le premier, c'est onBeforeRequest, donc il va envoyer une requête. onBeforeSendHeaders, donc il est en train de préparer les headers qui vont envoyer. Au moment où il envoie les headers, quand les headers de réponse cette fois du serveur ont été reçus, si jamais il y a une authentification qui est demandée, avant d'avoir une redirection, etc. Donc il y a plein d'endroits en fait où vous pouvez venir intercepter directement ces requêtes et ces réponses. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez deux possibilités. Soit vous faites juste, vous demandez la permission web request, et dans ce cas-là, vous pouvez être notifié via des callbacks lorsqu'il y a une requête qui passe. Ou alors, vous pouvez demander la permission web request blocking. Et dans ce cas-là, vous avez des droits qui sont beaucoup plus larges, puisque vous allez pouvoir modifier la réponse à la volée. Donc c'est typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure, et on mentionnait avec les adblocks. L'adblock, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va intercepter la requête, alors soit au moment où elle est envoyée ou au moment où elle est reçue. Je pense que c'est au moment où elle part. Et il va directement la bloquer. Donc, requête interdite, elle ne va même pas sortir. C'est ce que vous pouvez voir aussi parfois dans la console développeur lorsque vous avez des headers cores qui ne sont pas bons. Vous tapez sur une API à web service, sauf qu'il n'a pas autorisé à ce que d'autres domaines viennent taper dessus. Et du coup, la requête est bloquée et vous le voyez dans votre console. Donc, typiquement, c'est ce genre de choses. Là où ça va plus loin, c'est que le web request blocking vous permet, je disais tout à l'heure, de modifier la réponse à la volée qui vient d'un serveur. Et là, Chrome a dit non, ça ne nous plaît pas. Donc ce qu'ils ont dit, c'est qu'à partir de maintenant, à partir du moment où le MV3 sera vraiment complètement en service, les deux modifications qu'il va y avoir, c'est que pour le web request, l'utilisateur doit donner son accord. C'est la moindre des choses parce qu'il faut au moins qu'il puisse contrôler ce que les extensions font dans l'observation de ces données. Et web request blocking, par contre, c'est fini.
Et ça a fait un petit tollé quand même il n'y a pas très longtemps. C'est pas encore frais, c'est pas vraiment fini. Mais la piste que Chrome est en train vers laquelle Chrome est en train d'aller, c'est de dire ok, il y a des extensions type des adblocks qui ont besoin de bloquer la pub, mais on ne veut pas qu'ils puissent intercepter tout ce qui se passe et le bloquer à ce moment-là. Donc ils sont en train de dire, on va proposer aux adblocks de prédéclarer des listes d'URL qu'ils veulent bloquer. Donc en gros, l'adblock va venir dire à Chrome, attention, toutes ces URL-là, tu me les bloques. Sauf qu'un adblock, c'est un peu plus complexe que ça. Ça va fonctionner avec des regex, c'est pas juste une liste statique avec des pages web. Et dans les dernières versions que j'ai vues passer à Google I.O. 2023, ils étaient en train de dire que les chiffres, ce serait qu'une extension a le droit de prédéclarer une liste de 30 000 URL à bloquer. Ce qui est limité pour un adblock. Et de surcroît, 300 000 URL au total dans le navigateur. C'est-à-dire que vous avez plusieurs extensions en plus qui essaient de faire ça, il y aurait une limite globale. Donc pour le moment, la peinture n'est pas tout à fait fraîche là-dessus. Mais ça va être un gros changement entre le MV2 et le MV3, donc on préfère vous en parler là, parce que rien que pour le domaine des adblocks, ça induit quand même de très grosses modifications. C'est toujours pas comment ils vont faire. Et voilà, et donc c'est aussi pour ça que le MV3 n'est pas finalisé aujourd'hui. Ils sont encore un peu en train de se battre avec ça, entre autres, et notamment de la correction de bugs. On a vu, les bugs, typiquement, il en reste entre la doc et ce qui se passe en vrai. Des fois ça marche pas, des fois l'envoi de messages entre deux éléments n'est pas tout à fait possible alors qu'on pense que ça l'est. Donc là, la peinture est un peu fraîche là-dessus. La dernière info utile que je peux vous donner sur le manifeste version 3, c'est que Chrome a promis qu'à partir du moment où ils vont donner une date, en tout cas à partir du moment où ils vont mettre pleinement en service le manifeste version 3, ils laisseront 6 mois aux développeurs d'extension avant que le manifeste version 2 soit définitivement interdit. Et 6 mois, ça va être vraiment nécessaire parce que ce que vous voyez là, c'est que avec notre extension qui est toute simple, qui fait juste du remplacement dans une page, avant qu'on lui donne les droits d'accès, à chaque fois, il fallait dire « Ah oui, j'autorise cette extension sur ce site ». Et ça, c'est lié au MV3. Au MV2, au début, vous acceptez juste que votre extension a les droits sur toutes les pages en mode fait du slip, et puis après, il ne vous demande plus rien. Donc là, ça va quand même changer pas mal de choses. Les tests, un petit mot sur les tests. Alors, vous avez 2 types de tests que vous pouvez faire. Vous avez des tests unitaires qui, dans ce cas-là, vont fonctionner comme d'habitude. Vous faites du JS, tout ce genre de choses. Vous mettez toutes vos fonctions à tester dans des fichiers JavaScript dédiés. Vous les testez facilement. Maintenant, là où ça va être plus compliqué, c'est les tests un peu plus fonctionnels, où là, vous allez vérifier effectivement que quand vous cliquez sur tel bouton de la pop-up, ça va bien afficher tel élément, ça va modifier tel élément de la page, etc. Et dans ce cas-là, on n'a pas trouvé mieux, en tout cas, que d'aller directement instrumenter un navigateur headless, type un Puppeteer, type un Selenium, etc. Où là, en fait, vous allez pouvoir démarrer votre... donc là, on a pris un Puppeteer, par exemple. Vous allez pouvoir démarrer votre Puppeteer en lui disant, il y a un chemin qui contient des extensions qui est dans ce répertoire-là, et puis je veux que mon Puppeteer démarre le navigateur avec telle extension préchargée. Oui. Ah, il faut utiliser Playwright, oui. Tu y étais ce matin, c'est ça Non. Qui m'a parlé de Playwright, oui. J'ai raté la conf, mais en effet, il paraît que c'est super. Après, il y a encore des limitations avec Playwright. Ça dépend ce qu'on veut faire. En tout cas, merci d'avoir participé à cet atelier. Ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'une extension dans un navigateur, ça permet de faire plein de choses. Des fois, on a des grosses applis legacy qu'on ne peut pas modifier. Des fois, un contournement, ça va être plutôt de modifier, de créer une extension qui va aller faire des trucs directement dans la page pour la faire vivre quand tous les développeurs sont morts. Ça vous permet aussi de faire plein de nouvelles choses qu'on ne pouvait pas faire avant. J'espère que ça vous a donné des idées. En tout cas, voilà, vous avez à peu près le principe et puis le contour de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Ouais, bonjour, merci pour le talk. J'en ai pas une, j'en ai 3, je peux. Vas-y. La première, je n'étais pas du tout au courant du sync storage avant ce talk. J'ai vu qu'on pouvait stocker jusqu'à 100 mégas de trucs dedans. Il y a des gens qui se sont amusés à en faire un file system. Parce que dès qu'il y a du storage gratuit quelque part, il y a des gens qui s'amusent à l'exploit en général. Du coup, j'ai envie de dire, ouais, forcément. Mais on n'a pas cherché cet axe-là. Et plus en rapport avec le talk, je voyais tout ce qui était pop-up, etc. Ça me posait des questions sur le côté accessibilité de tout ça. À quel point est-ce que c'est bien intégré niveau justement feature d'accessibilité dans les browsers pour permettre à par exemple des personnes malvoyantes de quand même pouvoir utiliser des trucs parce que voilà, vu que c'est assez hacky un petit peu. Alors, je sais qu'il y a des guidelines qui sont fournis, notamment pour les icônes, typiquement. Chrome a fait ce travail-là de dire, par exemple, pour que les icônes des extensions ne soient
pas de la même couleur que les icônes du navigateur. Des trucs bêtes, mais voilà, pour que les gens se perdent pas trop dessus. On l'a vu aussi pour le UI, la page de UI, on peut demander à ce qu'elle soit skinnée dans le style du navigateur. Donc là, on évite un peu les problèmes en déléguant ça au thème du navigateur. À ma connaissance, il n'y a pas mieux que des guidelines là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est vraiment imposé et ça reste encore le boulot du développeur finalement de prendre ça en compte. Et après, je pensais notamment à tout ce qui est lecteur d'écran, etc. Ouais. Par exemple, qui en général fonctionne très bien sur les pages sous réserve qu'elles soient conçues correctement. Mais du coup, à quel point est-ce que ça permet, c'est supporté justement pour les pop-up par exemple des broker action, etc. J'imagine qu'il y a, par exemple, une personne malvoyante, il doit y avoir une commande vocale pour ouvrir les extensions. Ça, je sais pas. Mais par contre, comme la pop-up en elle-même est une page web, il y a exactement les mêmes possibilités qu'un site web pour indiquer en termes d'image ou. Ouais, tu retombes sur les mêmes problématiques de développement web. Que des pages web. C'est ça une extension. Ok, merci. Et du coup, la troisième et dernière, si je veux être Jack Person, c'est sur le côté sécu, parce que du coup, ça a accès à beaucoup de choses. À quel point est-ce que, justement, quand on submit une extension, à quel point est-ce que les checks sur les extensions vont loin parce que bon, c'est facile de dire, en général, souvent beaucoup sont open source, vous avez qu'à aller regarder, etc., mais voilà. Donc, en gros, à quel point c'est poussé. Ouais, alors il y a des analyses automatiques, on l'a évoqué. Je ne sais pas si on l'a évoqué, quand on envoie une extension chez Mozilla, alors elle est signée, sauf que ça prend quand même quelques minutes. Là, par exemple, on voit que Tradino en version 1.0 est déjà signé, mais la 1.0.1, ça a pris à peu près 5 minutes avant d'avoir une signature. Alors, on sait qu'ils font un certain nombre de tests, on a de la validation aussi. Là, par exemple, j'ai baissé le nombre d'avertissements de 14 à 2 parce que je ne sais plus, j'avais mal fait quelque chose. En gros, à partir du moment où l'extension est soumise et n'est pas packée, donc si on a vraiment ce qu'on vous a montré là et qu'on traduit en dist et qu'on envoie le dist, ça va assez vite. Mozilla, par contre, demande si l'extension est packée à ce qu'on fournisse les sources pour une review manuelle. On ne l'a jamais fait, donc en pratique, on ne sait pas trop ce que c'est niveau délai, mais ils annoncent que c'est facilement 2 semaines avant qu'il y ait vraiment quelqu'un qui fasse de la relecture là-dessus. Chrome, les connaissant, on sait aussi qu'ils ont forcément des heuristiques. Ils vont peut-être détonner l'extension dans un navigateur instrumenté pour voir ce qui se passe, etc. Un peu comme le ferait une analyse antivirus, finalement, dans une sandbox. Ils n'en parlent pas trop, mais cela dit, c'est vrai que ça fait partie aussi de leur... c'est dans leurs intérêts d'être sûr qu'il n'y a pas d'extension malveillante. On sait que Google est plutôt proactif là-dessus. Et justement, le passage en MV3, ça va un peu dans cette optique aussi. C'est dire, on va signer un peu la fin de la récré parce qu'il y a des trucs, des accès à des API qu'on n'aime pas trop, et on va essayer de bloquer ça dans le but d'assurer, on va dire, de protéger la vie privée de nos utilisateurs, mais de la laisser exposer à nos régies publicitaires. Voilà, chacun voit le... Je crois qu'il y a eu pas mal de problèmes de sécurité, etc. Je voyais pas mal de news popper en mode attention, ces extensions à ne pas installer ou à désinstaller parce que vol de données, etc. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il... ça passe par les limites aussi, ce qu'on a parlé, l'isolation de l'extension quand elle est injectée dans une page. Parce que typiquement, une attaque qui est possible, c'est que le JavaScript qui est installé dans la page par le site qu'on est en train de visiter, qui a lui-même redéfini une fonction que notre extension va appeler naïvement, typiquement on fait de l'injection de code, etc. Donc la première, ce côté conteneurisé un peu nous met déjà à l'abri de ça, le fait qu'ils ne voient pas leurs environnements respectifs. Et la dernière modif aussi, c'est le fait qu'une extension ne puisse plus aller télécharger du code et ensuite l'exécuter via un eval ou ce genre de choses. Voilà. Mais oui, clairement, pour un attaquant dans un site bancaire, c'est un chemin privilégié. Ouais. Merci pour la présentation. Si Chrome, avec la version 3, décide d'empêcher les bloqueurs de pub, est-ce qu'un Firefox pourrait pas se dire nous, on va être un peu plus tolérant et ça va peut-être nous permettre de récupérer une énorme part de marché? Ouais. C'est ce qu'on se disait aussi, mais... c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire que Chrome, Firefox s'est engagé à garder l'API Web Request Blocking, même en MV3. C'est-à-dire qu'en gros, en MV3, ils ont quand même autorisé à tout faire comme Chrome, mais ça, ils ont dit, nous, on le débraye, vous aurez le droit de continuer à le faire. Donc ouais, moi je pense que c'est bien joué de leur part. C'était juste pour dire que au niveau de l'ingestion de code entre le site qu'on visite et l'extension, c'est assez peu probable parce qu'au moment où il va compiler l'extension, je ne sais pas si vous êtes amusé à regarder ce qu'il y a dans la distribution, tous les noms de fonctions sont précédés
d'un texte complètement aléatoire et qui n'est pas, qu'on ne peut pas récupérer depuis le site. D'accord. Donc merci. il n'y a pas trop de risques à ce niveau-là, à moins qu'ils aient généré tous les trucs possibles et que le site contienne toutes les fonctions. Là, à la limite, oui, mais bon, bien joué à eux, quoi. D'accord, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas affiché, mais c'est une bonne idée d'aller voir dans le dist, en effet, ce qui a été généré. Non, le dist est dégueulasse. Ouais. Oui, non, mais après, je sais pas si c'est... parce que là, on utilise Parcel avec un plugin. Je pense que c'est Parcel qui fait ça, et du coup, non, c'est... merci pour l'info, en tout cas. Ouais. Merci pour votre intervention. Il y a 3 ans, j'ai eu l'occasion de développer une petite extension aussi de navigateur et en fait, j'ai retrouvé ça très laborieux de devoir refaire du HTML et du JavaScript à la main. Je voulais savoir s'il y a des outils qui aident à ça. Moi, je verrais bien l'utilisation de Svelte, qui du coup est qui génère un JS super concis plutôt que l'extension embarque Angular ou React. Je voulais savoir quel était l'état de l'art pour pouvoir faciliter le côté interface graphique et réactivité quand il y a des résultats de promesses qui reviennent et tout ça pour que l'interface se mette à jour. Alors oui, totalement. Et d'ailleurs, il y a plein de templates directement en ligne où vous avez le kit déjà tout fait, il n'y a plus qu'à modifier ce que vous voulez. J'ai vu pas mal de templates avec Vue, j'ai pas vu de Svelte, mais ça doit exister. Et non, là, on a vraiment pris le moins de techno possible pour que ce soit le moins compliqué possible. Et bon, on va peut-être dû prendre un template. Mais non, oui, totalement possible d'utiliser du React, du Vue, du Svelte dans la pop-up ou même dans le content script. Des fois, on peut voir... alors, vous pouvez même afficher directement genre des petites pop-up de chat, par exemple, sur un site ou des trucs comme ça. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc les technologies, enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite de taille de bundle Pas que je sache. Après, faut pas exagérer non plus, mais... Question. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Et,